Merci à Du vous. coup, je vous propose de prendre le fil normal d'un comité du CIGERLI. Je vais vous rappeler les modalités de communication pendant le comité, même si à force, au bout de plusieurs années, vous commencez à les connaître par cœur, de bien attendre qu'on vous donne la parole, de bien vous présenter en précisant également le nom de la commune lors de chacune de vos interventions pour faciliter la retranscription, de bien vouloir attendre que le micro arrive près de vous, ceci pour la qualité de l'enregistrement, de bien signaler votre départ à la table des signatures si vous partez avant la fin du comité, mais comme il y a un buffet à la fin, je pense que vous allez vraiment vouloir rester avec nous, et de bien valider avec la touche OK le choix de vos votes sur le boîtier électronique, hein. Là aussi, on commence à avoir l'habitude, mais parfois ça ne fonctionne pas toujours très bien. Donc, je me permets ce petit rappel. De désigner le secrétaire de séance, donc le représentant de la ville de Dessines pour ce soir. Hop, je vous fais un petit point sur les pouvoirs rapides ce soir. Sylvain Godino donne pouvoir à Philippe Guelpa-Bonaro. Myriam Fontaine donne pouvoir à Sophie Blacher. Et Joël Séchaud donne pouvoir à Anne Reverand. Voilà pour les pouvoirs. Je vous propose donc d'ouvrir ce comité. Hop. Alors moi, je n'ai pas de retour, donc je vais pas passer ma soirée à tourner la tête, mais j'ai mon petit anti-sèche papier. Le bureau s'est réuni les 25 mars, 8 et 15 avril, 6 et 20 mai 2022, à savoir dans le compte-rendu d'activité du bureau pour la séance du 8 avril 2022, le vote de 6 délibérations, l'adhésion au conseil en énergie partagée CEP des communes de Villeurbanne et de Vourles, une convention de financement par la FNCCR dans le cadre du programme acté formalisant l'AMI Peuplier, la modification du tableau des emplois et des effectifs au 1er mai 2022. C'est une modification de l'organisation du service éclairage public dissimulation des réseaux. Une convention de jumelage avec le syndicat d'énergie de la Vienne dans le cadre du projet européen Bapora, travaillé par le service CEP. L'avenant numéro 3 à la convention pour la transmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité ou une obligation de transmission aux représentants de l'État. En ce qui concerne la séance du 20 mai 2022, plusieurs délibérations, dont un financement par fonds de concours de l'opération de l'enfouissement des réseaux rue du Grand Champ à la Tour Salvani, une demande de subvention plan France Relance, parcours cybersécurité, dont on verra quel impact le budget avec une décision modificative. Une haute convention de jumelage avec le CIAN cette fois-ci, donc c'est le syndicat de la Haute-Savoie, toujours dans le cadre du projet européen Bapora, donc la même chose que pour la Vienne. Ensuite, nous avions 20 adhésions au CEP. Alors, je ne vais pas vous lire toutes les communes, vous voyez aussi bien que moi, mais c'est celles qui ont délibéré rapidement sur les nouvelles formules du Conseil en énergie partagée qu'on a voté il y a quelques comités. Et je tenais à remercier les communes pour leur confiance et la rapidité avec laquelle elles ont délibéré. Donc, 20 communes qui réadhèrent très rapidement sur la soixantaine de communes de Sigerli. On ne peut que s'en féliciter. Ensuite, le compte-rendu de l'activité du président, à savoir moi-même. Le 17 mars, une rencontre qui faisait suite à une invitation de la Fédération du BTP Rhône et Métropole pour parler de nos différents travaux, que ce soit de dissimulation d'éclairage public, mais aussi un petit peu de la rénovation énergétique des bâtiments. La présentation d'un projet européen Smart EPC sur les Smart Cities et plein de choses très intéressantes. Le 21 mars, un rendez-vous avec la Ségapal, le grand parc de Miribel-Jonage, sur les questions de pérennisation d'accès au réseau énergétique. Le 23 mars, un séminaire éclairage public qui était réalisé par le syndicat de l'Ardèche. Nous avons eu le plaisir de visiter la grotte Chauvet et aussi de discuter de l'avenir de l'éclairage public dans notre pays. Le 24 mars continue pour moi la tournée des communes à rendez-vous avec la mairie de Francheville. Le 25 mars, nous avions une présentation des investissements GRDF pour 2022. Le 29 mars, je me suis déplacé à une conférence à Grenoble sur les réseaux d'énergie survivantes-îles à la neutralité carbone. Chose assez intéressante sur la complémentarité des réseaux et l'avenir des réseaux, notamment par un changement d'usage avec l'électricité, donc la baisse du gaz. Donc, des interlocuteurs d'Enedis et GRDF qui étaient là ce soir-là pour donner leur point de vue. Le 30 mars, une réunion avec l'ensemble du service éclairage public dissimulation des réseaux. 1er avril,
la réunion des directeurs généraux du Grand Est. Le 4 avril, la conférence énergie-climat métropole de Lyon, avec plein de choses très intéressantes et notamment l'intervention de notre vice-président ici présent, Philippe Guelpa-Bonaro, sur la relance du plan climat et énergie territorial du Grand Lyon, mais aussi un petit point d'étape sur tout ce qui a été fait depuis ce qui avait été voté il y a quelques années. La présentation d'un audit réalisé par la SCET pour la CERL, la 7, on ne dit pas le C, c'est ça, de la CERL sur le développement des énergies renouvelables, côté CERL. Le 6 avril, la visite du site Olac Signify, donc avec le groupe de travail éclairage public, où on nous a beaucoup parlé d'abaissement de puissance, de changement du parc LED, de télégestion notamment. Le 7 avril, une réunion avec le CERS, donc les entreprises qui travaillent sur nos réseaux, un des syndicats qui rassemble les entreprises. Le sujet, c'est la hausse des prix des matières premières et comment on peut revoir nos marchés. Pour l'instant, nous n'avons aucune obligation, donc on continue comme ça. Le 12 avril, visite des fins de travaux du centre-bourg à Saint-Symphorien d'Ozon. 15 avril, une réunion tram noire avec la métropole de Lyon, mais il y avait aussi la ville de Lyon. Une réunion qui est préalable au lancement d'un comité de pilotage qui arrivera dans les mois qui viennent. Le 26 avril, une réunion avec le cabinet Seban qui a réalisé une étude juridique sur la rénovation thermique du bâtiment public et comment un syndicat d'énergie pourrait intervenir et accompagner les communes. Le 28 avril, le groupe de travail éclairage public qui se réunissait pour parler des schémas directeurs d'aménagement lumière. Le 2 mai, la visite du musée de l'électricité à Polémieux au Mont d'Or, mais on en reparlera plus tard puisque c'est sujet de délibération ce soir. Un rendez-vous le 3 mai en mairie de Lisieux et aussi en mairie de Craponne le même jour. Le 4 mai, nous clôturions l'évaluation des risques psychosociaux par un copil avec le centre de gestion qui nous a accompagnés dans cette démarche. Le 5 mai, une réunion avec les communes membres. Vous savez, nous avions lancé un lot dans le groupement d'achat électricité, un lot premium. Voilà, compte tenu de la forte hausse des prix de l'électricité classique, mais aussi premium, on a souhaité faire un point d'étape avec les communes pour voir comment on pouvait avancer sur ce sujet. Le 5 mai, un copil sur l'événement La Nuit est belle. Le 6 mai, un copil Spazer en interne sur la définition d'un schéma d'achat durable et responsable. Le 6 mai, la présentation d'intention d'achat gestion gaz contrat 2023-2026 par l'AMO Pure Énergie, donc qui nous accompagne dans notre groupement d'achat gaz. Autant vous dire que la personne qui était là a essayé un petit peu de lire dans une boule de cristal et que les éléments ne sont pas très positifs sur la hausse des prix sur les années à venir. Le 12 mai, un bureau de l'ALEC Lyon avec mes différents collègues Philippe Guelpa-Bonaro, Corinne Suba, Yann Revéran. Le 16 mai, une visite de la station d'épuration de la Fessine par GRDF, en l'occurrence le point d'injection biogaz qui se situe sur le site. Le 17 mai, une rencontre avec le cluster Lumière dans leur bâtiment Lumen à Confluence. Le 18 mai, rencontre avec Gaz Électricité de Grenoble, qui est une entreprise locale de distribution de gaz et d'électricité, pour un petit peu connaître le modèle et l'intervention d'une entreprise locale de distribution. Le 19 mai, le groupe de travail éclairage public qui cette fois se réunissait sur la question des voies privées ouvertes à la circulation. Le 20 mai, les commissions thématiques CIGERLI préalables au comité, avec la présentation des délibérations qui seront votées ce soir. Le 30 mai, rendez-vous avec la mairie de Saint-Fond. Et la semaine dernière, toujours, du 31 mai au 2 juin, participation aux Assises de l'énergie à Genève, où nous avons pu rencontrer Philippe Guelpa-Bonaro était là aussi, plein de personnes qu'on a l'habitude de voir, mais aussi plein de conférences, d'ateliers, de plénières fort intéressantes. Et donc, le sujet a été le fil rouge, la sobriété, ce qui était évoqué tout à l'heure par Emmanuel Goua. Le compte-rendu des décisions du président, donc j'ai eu à valider la notification de 6 marchés, 3 concernant l'aménagement des futurs locaux à Organdie sur maître d'œuvre, CSPS, contrôle technique, un relatif à une mission d'accompagnement portant sur l'opportunité de renégociation du contrat de concession
de distribution publique d'électricité, donc notre contrat avec Enedis qui, je vous le rappelle, court jusqu'en 2031. Un relatif à la mise en valeur par la lumière de la commune, la mise en valeur lumière de la commune de la Tour de Salvani, et un relatif à l'accompagnement du CIGERLI pour le recrutement d'un responsable du bureau d'études internes éclairage public. Notification de 18 marchés subséquents passés sur le fondement de l'accord cadre numéro 1904 relatif à des missions de maîtrise d'œuvre partielle pour les travaux d'enfouissement des réseaux et d'éclairage public. Décision en matière d'éclairage public et de dissimulation des réseaux. 5 fonds de concours, Dardy, Irini, Marcy-l'Étoile et la Tour de Salvani, et 2 conventions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage à Saint-Didier au Mont-d'Or et Dardy. Voilà pour ce petit compte-rendu d'activité bureau, président et mes prises de décision. L'ordre du jour, au programme de ce comité, nous avons donc 4 délibérations d'intérêt commun. Classiquement, l'adoption du procès-verbal du comité précédent, celui du 16 mars 2022. Le rapport d'observation définitif de la Chambre régionale des comptes portant sur les exercices 2015 et suivants. Le budget principal 2022 avec une décision modificative numéro 1 et l'adhésion à la Société des Amis d'André-Marie Ampère. Les délibérations compétences particulières, il y a donc 5 délibérations ce soir. Une pour la concession pour la distribution publique de gaz, l'avenant numéro 1 et une intégration de 3 communes. Et c'est une spéciale Pierre-Alain Millet ce soir. Concession pour la distribution publique d'électricité, le rapport de contrôle au titre de l'exercice 2020. Pour la concession pour la distribution publique de gaz, le rapport de contrôle au titre de l'exercice 2020. Concession pour la distribution publique d'électricité, le compte-rendu d'activité du concessionnaire, les fameux CRAC 2021. Et concession pour la distribution publique de gaz, compte-rendu d'activité du concessionnaire, CRAC 2021. Concernant les modalités de vote, pour les délibérations d'intérêt commun, pour la métropole de Lyon, un délégué égale 8 voix. Pour les communes de la métropole, un délégué égale 1 voix. Pour les communes hors métropole, un délégué égale 2 voix. Majorité simple des suffrages exprimés, sauf mention spécifique dans les délibérations. La première délibération pour ce soir étant l'adoption du procès verbal de la séance du 16 mars 2022. Y a-t-il des questions, des remarques sur ce procès verbal ou pouvons-nous passer directement au vote? Je vous propose de passer au vote, si c'est bon côté service technique. C'est parti. Délibération adoptée, je vous en remercie. Je vous propose de passer à la suite avec ce qui va nous occuper principalement ce soir avant les présentations des rapports de contrôle et des CRAC, à savoir le rapport d'observation définitif de la Chambre régionale des comptes portant sur les exercices 2015 et suivants. On vous a mis un petit un rappel sur le diaporama de la nature du contrôle de la CRC, un contrôle qui vise à examiner la régularité, la qualité de la gestion des collectivités territoriales, ce qui n'est pas... La Cour des comptes n'est pas là pour se prononcer sur la régularité des opérations et l'économie des moyens employés, et non en termes d'opportunité des actes. Pour vous donner... Oui, j'ai une petite réflexion à ma gauche, pourtant. Pour vous donner un petit peu quelques éléments de contexte, déjà, le contrôle a démarré en avril 2021. Alors, on vous le présente en juin 2022. Il n'a pas été plus long que la procédure. On est en train de vous distribuer directement le courrier de réponse que nous avons fait parvenir à la CRC sur les différents points et recommandations. Ça n'a pas duré longtemps, hein, c'est juste que le process a pris du temps, que l'an dernier, quand cette audition, cette instruction a commencé, donc au mois d'avril,
C'était, je crois, au moment où le gouvernement a décidé de mettre tout le monde en vacances pendant un mois. Donc on avait aussi des difficultés internes à travailler et à répondre rapidement, ce qui a pu déjà nous laisser un petit peu de temps. Puis après, il y a déjà un rapport provisoire qui est édité et qui est transmis, auquel nous, on fait une réponse provisoire. La réponse définitive, nous ne l'avons eue que tardivement au mois de février. On n'a pas pu vous la proposer au mois de mars en comité. C'est aussi pour ça que ça donne l'impression d'avoir duré en longueur. Sur la date de la période de contrôle, bah, il y a deux ordonnateurs, hein, puisqu'on part de 2015 jusqu'à l'an dernier 2021, donc qui concerne quand même beaucoup l'exercice des élus précédents et de Pierre Abadie, qui a été audité, hein, bien évidemment, mais aussi le début de mandat pour moi-même. Un petit rappel des thématiques de contrôle qui concernent la gouvernance et l'organisation du syndicat, évidemment la distribution publique de l'électricité, la distribution publique de gaz. Chose qui est plus commune, c'est la gestion des ressources humaines, la commande publique, l'information financière et la fiabilité des comptes, l'analyse de la situation financière. Ça, vous avez dû le voir dans les communes qui ont été auditées par la CRC. Je vous rappelle un petit peu le contexte qu'on a souhaité mettre en avant, nous, dans notre réponse à la CRC, hein, c'est-à-dire nous situer dans la continuité du travail engagé lors des mandats précédents, notamment pour ce qui concerne la gouvernance partenariale et ouverte avec les communes. La rentrée de la métropole en 2015 n'a pas modifié l'ADN du CIGERLI et le changement d'élus non plus, qui reste un outil d'ingénierie mutualisée au service des communes. Le syndicat pratique une gouvernance ouverte et s'est doté d'un bureau reflétant la diversité politique communale. C'est un choix. Des commissions de travail thématiques ont été mises en place afin de permettre des échanges plus nourris avec les exécutifs communaux. Je pense que tout le monde est très favorable à ça. Depuis un an et le début de notre mandat à la tête du CIGERLI, nous avons engagé une démarche qui amène à la transformation du CIGERLI vers un mode encore plus opérationnel au bénéfice des communes membres de la métropole et au-delà de la métropole. Je rappelle qu'il y en a 8 communes qui ne participent pas à la métropole de Lyon. L'objectif est d'engager le syndicat pleinement dans la transition énergétique de son territoire et ainsi répondre aux défis climatiques, mais aussi le repositionner au sein de la galaxie des acteurs énergétique de l'agglomération lyonnaise, galaxie assez importante. Pour ce faire, nous avons déjà récolté les fruits de notre travail. C'est ce que nous avons mis en avant auprès de la Cour des comptes, en élargissant notre offre sur le groupement d'achat énergie, en mettant en place un groupe de travail auprès de tous nos délégués sur les différents enjeux de l'éclairage public, ainsi que sur les deux autres compétences générales et toutes les compétences d'intérêt particulier, donc les commissions thématiques préalables au comité, d'auditer de nombreux acteurs sur le développement des énergies renouvelables, et Dieu sait qu'il y en a énormément, modifier la prise en charge et l'accompagnement proposé aux communes dans l'offre du service conseil en énergie partagée, hein, qu'on a déjà voté, offre de services simplifiée qui intègre les attendus des décrets tertiaires et une aide à la recherche de financement et ingénierie financière pour vos projets. Et dans un souci de proximité et d'échange à la fois politique et technique, je rencontre régulièrement les exécutifs des communes pour partager nos projets et garder un lien territorial au-delà des comités statutaires. C'est important de rappeler ce contexte-là. Donc, parmi les éléments de synthèse de la discussion entre les magistrats et le syndicat, d'abord des points positifs, un rapport positif sur l'exercice de nos compétences et sur les modalités techniques et financières, notamment sur tout ce qui est lié au cœur historique des métiers du CIGERLI, le pilotage, le contrôle et le suivi de nos concessionnaires au titre de notre compétence AODE. C'est bien souligné dans le rapport car tous les syndicats et tous les AODE ne sont pas toujours suffisamment à même de faire un travail de contrôle suffisamment fort auprès de nos concessionnaires. C'est relevé et je pense que là-dessus, on peut saluer le travail des services qui au quotidien travaillent pour que la qualité du service public de l'énergie soit maintenue sur notre territoire, qu'on ait des bons indicateurs et qu'on ait aussi des investissements sur nos réseaux. Il y a une demande qui concerne l'intégration des biens réalisés par les concessionnaires dans l'inventaire CIGERLI. Alors, c'est une recommandation que nous, on va suivre et qui, pour l'avoir partagé avec mes collègues d'autres syndicats d'énergie au niveau de la fédération, la FNCCR, est un chantier qu'on souhaite ouvrir au niveau national vis-à-vis d'Enedis. Voilà. Je ne suis pas toujours sûr que ça soit bien pris côté Enedis, mais c'est pas grave. On est là pour obtenir gain de cause. Un des points essentiels du rapport
de la Chambre régionale des comptes, c'est la suggestion de pilotage unique des AODE Ville de Lyon et Sigerly. Je rappelle que sur notre département, on a 3 AODE. On a la métropole de Lyon pour la ville de Lyon, on a le Sigerly pour les 58 autres communes de la métropole et pour 8 communes du Rhône. Et puis après, on a le SIDER pour les communes restant sur le Rhône. Euh, c'est un sujet délicat sur lequel nous, on n'est pas d'accord avec la recommandation de la Chambre régionale des comptes. Alors, non seulement nous, au bureau du Sigerly, on n'est pas d'accord, mais la métropole de Lyon n'est pas aussi d'accord pour fusionner ville de Lyon et Sigerly. Alors, pourquoi côté métropole? La réponse, c'est ça se passe très bien avec le Sigerly, le travail est fait, il n'y a pas de raison de remettre en cause quelque chose qui fonctionne bien. Euh, je rappelle, mais vous le savez tous et toutes, que l'émission du Sigerly, c'est effectivement le contrôle des concessions, c'est le métier historique des syndicats d'énergie, mais c'est pas seulement ça. Ce que la Chambre avait tendance à limiter un petit peu aux activités du syndicat. Il y a effectivement tous les travaux de dissimulation des réseaux, les travaux d'éclairage public, l'achat d'énergie qu'on réalise pour les communes, mais au-delà maintenant, le développement des énergies renouvelables. Je rappelle les 15 sites qu'on gère en propre, mais aussi le travail qu'on est en train de mener avec vous, communes, pour aller plus loin sur vos territoires. Donc si jamais on devait avoir l'idée de fusionner Ville de Lyon et Sigerly, c'est un transfert sec de compétences AODE vers la métropole de Lyon. Bon, ça, elle sait faire, elle le fait déjà pour la ville de Lyon, mais elle ne fait pas d'éclairage public, c'est pas sa compétence. Elle n'a pas les moyens humains pour le faire. On a un service CEP que j'ai oublié dans les travaux qui sont faits par le Sigerly pour les communes. Je ne sais pas si c'est la métropole qui le reprendrait ou une autre entité. L'achat d'énergie, il y a une centrale d'achat, mais qui fonctionne pas de la même manière. Ça serait pour moi assez compliqué d'aller là-dessus. Puis il y a un vrai sujet, c'est qu'il y a 8 communes qui appartiennent pas à la métropole qui, elles, se retrouveraient à devoir repartir, pour certaines, dans le syndicat SIDER ou tout simplement à y aller parce qu'elles ont toujours connu le Sigerly. Alors moi, ça fait longtemps que je discute avec ces communes-là et l'avis de ces communes-là, je trouve ça assez important. Puis dans un pays où il y a la libre administration des collectivités. En fait, ces 8 communes, elles ne souhaitent pas partir au SIDER. Elles sont très contentes d'être au Sigerly. Alors, je n'ai pas besoin de tourner mes yeux vers certains élus de ces communes-là, mais parce que c'est un choix pour elles de partir dans un syndicat qui est juste à côté, mais qui n'a plus de contrat de concession d'électricité, qui est obligé de passer un avenant pour son contrat de concession gaz. Je ne suis pas sûr, et pour écouter ce qu'elles disent, c'est qu'elles ne le souhaitent pas. Moi, je voudrais juste rappeler ce que j'ai déjà dit aussi aux magistrats de la Chambre, c'est qu'il y a une espèce de demande qui consistait à essayer de départementaliser les syndicats d'énergie de la part de l'État. Mais quand on lit le texte, il n'y a pas d'obligation réglementaire et qu'on est effectivement atypique sur notre département. Alors, on est atypique, mais on n'est pas les seuls, hein. En France, ça a été atypique, hein. Il y a 2 syndicats assez importants en France qui s'appellent le CIPEREC et le CIGEIF, qui sont les 2 plus grosses concessions électricité et gaz de France en région parisienne, qui, elles, débordent sur... le CIPEREC, je crois que c'est sur 6 départements et qui n'intègrent pas l'ensemble des communes dans ces départements-là. C'est juste la plus grosse concession. Elle fonctionne en termes d'électricité la mieux en France. Personne ne va lui chercher des histoires sur son atypicité. Pourquoi? Parce que ça fonctionne bien. Et on a eu la chance, au mois de septembre ou d'octobre, je ne sais plus, au moment du Salon des maires du Rhône, quand il y a eu des débats et que le président du Sénat était là, d'avoir une visite des stands et la visite de Gérard Larcher qui s'est arrêté sur notre stand et un élu lui présente ce qu'est le Sigerly avant que monsieur le président du Sénat vienne jusqu'à moi et lui dit voilà, en fait, Sigerly, c'est un des 2 syndicats d'énergie du département du Rhône. C'est atypique, ça fonctionne pas comme ça ailleurs. Et du coup, Gérard Larcher vient vers moi, m'interroge sur ce qu'est le Sigerly, comment on fonctionne avec les communes. Moi, je lui dis, écoutez, nous, ça fonctionne bien. Et là, le président du Sénat me dit, mais ça marche, vraiment. Je lui dis, oui, ça marche. Ça se passe très bien avec les communes et on fait de nombreux investissements. Et lui m'a dit, bah écoutez, si ça marche, c'est l'essentiel. Moi, je retiens quand même qu'un personnage comme le président du Sénat trouve qu'il n'y a pas de problème à avoir 2 syndicats sur un département du Rhône. Je pense qu'on peut passer au point suivant.
Vous aurez le droit de me poser des questions ensuite, hein. Élément de synthèse de la discussion CRC CIGERLI, l'incontournable et nécessaire activité mutualisée du conseil en rénovation énergétique. Donc son mode de gestion comptable, un choix légal et politique de préservation des finances communales. En fait, là-dessus, on ne va pas suivre la recommandation de la Chambre. En fait, ce que souhaiterait la Chambre, c'est mettre en place un budget annexe sur les activités du Conseil en énergie partagée. Alors nous, on n'y est absolument pas favorable et vous le comprenez quand j'utilise le terme préservation des finances communales. Mais surtout, en fait, la loi, elle nous permet, au titre de la compétence AODE, de financer sans budget annexe le service CEP. Donc à partir du moment où un texte de loi nous permet de faire comme on fait depuis des années, il n'y a aucune raison de déroger à la loi. Donc aujourd'hui, les communes, je le rappelle juste, en direct, elles contribuent à 1/3 du coût réel du service CEP. Si demain on devait écouter cette magnifique recommandation, on devrait vous faire payer l'entièreté du service. Si, même en le mutualisant, vous y gagneriez financièrement, mais au-delà de ça, c'est plus intéressant d'utiliser l'argent de la concession puisque c'est permis. Ah, il y a quand même des points positifs, hein, il y en a même des nombreux en fait. On ne vous a pas listé le tout, mais on a fait le point sur ce qui parfois aussi concerne les communes en matière de gestion des ressources humaines, financières et de la commande publique. Donc, ce qui est dit dans le rapport, et on peut s'en féliciter, et on peut aussi féliciter les services, c'est qu'il y a une bonne gestion globale avec une maîtrise des dépenses, une bonne santé financière et un respect des règles de la commande publique. Je tiens juste à préciser que dans le rapport précédent, qui doit dater de 2012, il y avait des difficultés financières qui étaient pointées pour le CIGERLI. Donc, il y a eu un modèle économique qui a changé pour le syndicat. Il y a eu un travail, et je peux largement me permettre de le dire, puisqu'il ne date pas de moi depuis 2012, que les élus précédents ont fait en sorte de redresser euh, le syndicat et de faire en sorte qu'il fonctionne bien pour les communes. Donc là, la Chambre relève qu'il y a eu un gros travail de fait. Puis il y a quelques points d'amélioration qui sont en cours et qui sont pointés par la Chambre. C'est le recours au travail aux personnes en situation de handicap. Donc, ça vous concerne parfois aussi dans vos collectivités. La rédaction et le souhait d'un plan pluriannuel d'investissement CIGERLI pour les travaux d'éclairage public et de dissimulation des réseaux. Donc, quand on vient en commune et qu'on vous fait cette demande-là auprès de vous, élus, et de vos maires, c'est vraiment pas pour vous embêter, mais c'est vraiment pour à la fois faciliter le travail pour vous, hein, pour vous faire des PPI conformes à votre plan de mandat, mais aussi, nous, pour avoir une vision financière prospective. Ça réduira toujours le niveau d'emprunt du CIGERLI si on fait ça bien. La mise en place de pluriannualité comptable avec les APCP, donc ça on y travaille et on y travaillait avant même la recommandation de la Chambre, une rétrospective et prospective financière qu'on a mis en place et la rédaction d'un SPASER. Donc je vous ai évoqué tout à l'heure le fait que nous avions lancé un copil là-dessus. Voilà, alors il n'y a pas de vote sur le rapport de la Chambre. Par contre, comme j'ai dit plein de choses, sans doute très très intéressantes, vous avez peut-être des questions, des remarques ou des commentaires sur ce rapport. Alors, si vous n'avez pas de commentaires ni de remarques, j'ai un sénateur. Merci beaucoup. Gilbert Luc Devina, je ne réagis pas par rapport à Gérard Larcher. J'aurais aimé que l'amendement que tu m'avais suggéré soit voté par son groupe au Sénat. Mais bon, on reviendra à la charge. Non, simplement, je voulais te reprendre sur un aspect. Notre spécificité, c'est pas d'avoir deux syndicats, parce que la métropole de Lyon, c'est un département. Et donc, il y a un syndicat sur le Nouveau-Rhône et un syndicat sur la métropole, qui est aussi un département. Notre spécificité, c'est d'avoir 8 communes du Nouveau-Rhône dans notre syndicat et que la ville de Lyon ne soit pas dans notre syndicat. Cela dit, je partage ce que tu as dit, puisqu'on s'était penché sur cette question il y a quelques années. Il est préférable que la ville de Lyon continue telle qu'elle est organisée, parce que je ne suis pas persuadé qu'en se fondant dans une seule même structure, on améliorerait la qualité du service. Et je ne souhaite pas aux 8 communes du Nouveau-Rhône qui sont au CIGERLI de rejoindre le CIDER. Merci, monsieur le sénateur. Et oui, nous reviendrons à la charge sur nos amendements, je te le confirme. Et je vais dans ton sens, Gilbert Luc. Oui, il y a
Il y a une organisation institutionnelle qui a été mise en place précédemment. Je ne reviens pas sur le fait que ça fonctionne. Je pense que vous êtes tous d'accord pour le dire. En tout cas, vous n'avez pas à faire remonter de difficultés. Oui, il y a 8 communes qui seraient à ne pas faire un choix. Donc moi, ça me pose question. Mais pour vous aussi, pour ceux qui sont métropoles, il y aurait vraiment casser un outil qui fonctionne sur des sujets sur lesquels on a besoin d'avancer vite. C'est la rénovation de votre parc éclairage public. Donc moi, en fait, je ne sais pas faire. Si jamais on donnait la concession à ODE à la métropole, en tout cas, on lui transférait plutôt la concession, qu'est-ce qu'on fait? On vous redonne la compétence éclairage public à vous, communes, alors qu'on est dans une dynamique où les communes se tournent vers nous. On crée un syndicat d'éclairage public, ça n'existe pas en France, mais je sais qu'à Lyon, on aime bien être innovant et différent, mais le modèle économique, il y sera pas. Sur le CEP, peut-être d'autres structures pourraient prendre le relais, mais ça reste quand même un coût. Donc, ce qu'on dit aussi sur le budget annexe, là, on peut mutualiser avec l'argent de la concession, et puis la loi nous le permet. Donc en fait, c'est détricoter quelque chose qui fonctionne très bien pour essayer de se mettre raccord à une loi qui date il y a une dizaine d'années et qui visait à la départementalisation. Oui, car sur certains départements, il y avait encore des syndicats primaires, et que la vérité, c'est que quand je discute parfois avec mes homologues d'autres départements que je côtoie pas sur des régions plutôt nord ou ouest de la France, il y a encore plein de petites communes qui se baladent toutes seules et qui sont pas gérées par un syndicat à l'échelle départementale. Puis moi, j'avais dit, quand on avait rencontré la préfecture il y a quelques mois, il y a même plus d'un an maintenant, après, une fois que vous aurez fait l'énergie, il faudra passer au syndicat des eaux. Je pense que vous allez avoir beaucoup de travail. Parce que là, on a des communes qui parfois sont sur plusieurs syndicats. Moi, je veux bien qu'on essaye de simplifier le millefeuille administratif français, mais si on pouvait juste le simplifier pour que les choses qui fonctionnent continuent de fonctionner, et ce qui fonctionne pas, eh ben, on trouve une autre façon de faire, ça je suis d'accord. Mais casser un outil qui fonctionne, je vois pas l'intérêt. Si je peux ajouter un mot, je sais pas, ça marche? Oui. En fait, la question, c'est pas la loi sur la départementalisation des syndicats d'énergie qui est le plus gros problème. C'est la loi MAPTAM créant la métropole. Et le fait qu'on considère qu'un syndicat intercommunal, c'est en fait une forme désuète d'organisation de la mutualisation. Or, c'est là qu'on peut être en complet désaccord avec l'esprit qui est derrière et la loi MAPTAM et la loi sur la départementalisation. La mutualisation dans un syndicat intercommunal, c'est un choix communal, c'est un choix qui peut être pertinent, et quand ça fonctionne, quelles que soient d'ailleurs les missions, eh bien, il faut le permettre et le favoriser. Malheureusement, les syndicats intercommunaux sont considérés comme un choix des communes, et ni les communes ni les syndicats intercommunaux n'ont bonne presse à Bercy, quoi, en gros, hein, depuis très longtemps. Donc c'est ça le vrai sujet, et entre nous soit dit, les conditions pour intégrer la ville de Lyon au CIGERLI, techniquement, si elles étaient réunies, moi, j'y serais pas opposé, à condition que ça reste un syndicat intercommunal avec les 8 communes hors métropole. Et ça, c'est pas impossible juridiquement. Ça peut être pas choisi, parce que là, ce serait pour le coup, on mettrait peut-être en péril ce qui fonctionne bien. Il ne faut pas non plus bousculer les choses. Mais sur le fond, le vrai sujet, c'est est-ce qu'un syndicat intercommunal a le droit d'exister dans la métropole? Personnellement, je maintiens que oui. Je reconnais bien là ta défense de l'intercommunalité. Et moi, ça me va très bien. Si vous n'avez pas d'autres questions ou remarques, on peut passer à la suite. Donc, la suite, c'est la décision modificative numéro 1 au budget principal 2022. Je laisse la parole à notre vice-présidente, Madame Subaille. Alors, ouais, il faut que je sois plus près, je pense. Ah, merci beaucoup, Monsieur le Vice-président. Une décision modificative permet d'ouvrir des crédits complémentaires pour des dépenses ou recettes non prévues au moment du budget primitif. Donc, celle-ci va dans ce sens-là. Donc, la décision modificative numéro 1 de l'exercice 2022 sert donc à ajuster les crédits inscrits au budget primitif, et elle se caractérise en section de fonctionnement. En dépenses, donc un ajustement de prévision entre deux chapitres suite à juste une erreur d'imputation, une erreur d'écriture. Donc pas de nouvelles dépenses, hein, mais juste une correction.
Et alors qu'en recette, il n'y a aucun ajustement à prévoir. En section d'investissement, donc, oui, c'est bon. En section d'investissement, donc peu d'impact financier. Il s'agit d'un ajustement lié à des travaux pour la commune de Méry. Un ajustement de la prévision de dépenses en informatique, principalement lié au parcours cybersécurité, ce dont a parlé le président en amont, puisque nous sommes lauréats du parcours. Et en recette, corrélativement, nous observons une légère hausse de la subvention liée à ce parcours et un ajustement de la TVA d'Enedis. En ce qui concerne la section de fonctionnement, toujours, donc la DM1, donc je vous ai parlé d'une erreur d'écriture, donc il y a plus 16 100 euros sur le chapitre 65, qu'on reprend du chapitre 66 avec moins 16 100 euros. Qui concerne en fait un ajustement des frais de redevance pour les concessions, principalement. Donc vous voyez le tableau avec ces plus 16 100 et moins 16 100 qui nous amène donc à un résultat de 0 en termes de DM. Sur la section d'investissement, donc en ce qui concerne le détail, donc on arrive à plus 502 400 euros, donc à ajouter au BP, plus 55 000 sur le chapitre 21, donc qui concerne les immobilisations corporelles, donc les dépenses informatiques liées au parcours cybersécurité et des dépenses spécifiques au déménagement des locaux, je vous rappelle. Plus 2 700 euros sur le chapitre 27, autres immobilisations financières qui correspondent au versement d'un dépôt de garantie pour les places de stationnement dans les nouveaux locaux. Et plus 44 700 euros. J'ai dit combien? 444. Ah, j'ai dit 44, oui, c'est un point de détail. 444, il y avait trop de 4. 444 700 euros, excusez-moi, sur le chapitre 4581, opération sous mandat, donc qui concerne des dépenses pour travaux dont j'ai parlé tout à l'heure. Bien entendu, en recette, on va retrouver exactement la même somme, donc 502 400 euros, qui vont se répartir avec plus 25 000 sur le chapitre 13, subvention d'investissement. Donc, l'ajustement à la hausse de la recette liée au parcours cybersécurité. Plus 32 700 euros sur le chapitre 27, donc autre immobilisation financière, ajustement de la prévision des recettes de TVA d'Enedis. Et plus 444 700 sur le chapitre 4582, qui correspond toujours aux mêmes travaux. Vous avez donc la vue d'ensemble par chapitre, par un tableau qui est derrière moi. Et vous retrouvez donc dans la colonne proposition nouvelle décision modificative 1, les sommes dont je vous ai parlé, qui nous amènent à un total de dépenses d'investissement de 502 400 euros à ajouter, ce qui nous amène à un total budgétaire de 77 751 084 euros et 76 centimes. Sur la partie recettes de la section d'investissement, vous retrouvez les sommes dont j'ai parlé tout à l'heure et qui nous ramènent à la même valeur, donc de 502 400 euros à ajouter aussi de ce côté-là. J'en arrive donc à la proposition. Est-ce qu'il y a des questions? Non? C'est quelques petites modifications sur notre budget. Si pas de questions, pas de remarques, je vous propose de passer au vote. Donc, je te repasse la parole, Monsieur le Président. Merci, Madame la vice-présidente. Alors, peut-être dire la phrase.
Délibération adoptée, je vous remercie. Délibération suivante. L'adhésion à la Société des Amis d'André-Marie Ampère, la SAMA. Donc, la Société des Amis d'André-Marie Ampère, sise à Polémieux-au-Mont-d'Or, a pour but de perpétuer la mémoire du savant André-Marie Ampère. On vous a mis quelques actions sur les plusieurs axes que travaille ce musée, car c'est un musée à Polémieux-au-Mont-d'Or. Voilà, rendre à Ampère un hommage mérité, conserver et transmettre l'héritage d'un patrimoine historique scientifique, faire éclore dans la jeunesse des vocations scientifiques, qui reçoivent pas mal de scolaires, informer et former sur les énergies renouvelables et sur le mix énergétique. Ils sont en train de travailler un parcours. C'est là où j'ai besoin de mon anti-sèche. Le parcours qui est le chemin de l'électricité. Merci Christine. Entretenir et animer la maison d'André-Marie Ampère, musée de l'électricité. Donc, ça fait suite à une visite que j'évoquais tout à l'heure, effectuée il y a quelques semaines pour visiter le musée. Hein. C'est une demande, car il y a quelques mois, on a fait don d'un transformateur, hein, si je ne dis pas de bêtises. Enedis, pardon, Enedis a fait don d'un transformateur. Enfin, je rappelle que c'est quand même nos concessions, euh, nos réseaux. Il y a quelques semaines, et du coup, une prise de contact de Agnès Hennen, notre responsable du service gestion du patrimoine, qui nous a permis de les rencontrer et de visiter le musée à Polémieux-au-Mont-d'Or. Donc il y a un vrai intérêt pour le CIGRLI d'adhérer et de soutenir ce musée qui est porté quasi exclusivement par des bénévoles. Je crois qu'il y a, si je ne dis pas de bêtises, une personne salariée qui est en fait la gardien des lieux et encore pas à temps complet. Et du coup, de participer aussi au développement de ce musée parce que financièrement, ils le font uniquement projet par projet. Donc, le souhait, nous, c'est tout simplement pardon, d'adhérer, de faire adhérer le CIGERLI à la SAMA et donc pour un modique somme de 300 € par an, de bien vouloir m'autoriser à signer la convention et tous les documents s'y rapportant. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques. Ah. Moi, je vais te répondre que en commission thématique, j'ai dû fourcher au moins 6 fois sur André-Marie Ampère. Voilà, André-Marie Ampère. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un blocage psychologique. Donc moi, ça me facilite de dire ça, mais je suis d'accord avec toi. On aura une proposition à vous faire aussi. On trouvait pertinent que dans le cadre d'un comité, on lie ça à une visite aussi du musée de la part des élus, parce que c'est vraiment un endroit très pertinent à visiter. On trouvait ça intéressant. Alors, malheureusement, on n'arrive pas à trouver une salle à Polémieux-au-Mont-d'Or sur le prochain comité. Mais on va essayer de trouver moyen de le faire. Si c'est pas pour le prochain comité, on le fera un autre jour. Si c'est pas lié à un comité, on vous proposera une visite du musée qui, moi, me paraît tout à fait intéressant. Allez, je vous propose de passer au vote. Délibération adoptée, je vous remercie. Passons aux délibérations de compétences particulières. Donc en matière de concession de distribution publique, gaz et électricité. Donc je rappelle les modalités de vote. Métropole de Lyon, un délégué égale 4 voix. Et puis pour les 8 communes hors métropole de Lyon, un délégué égale 1 voix. Donc les communes métropolitaines ne votant pas. Majorité simple, adoption
la moitié des suffrages exprimés, sauf mention spécifique dans les délibérations. Et donc, je vais laisser la parole à notre vice-président Pierre-Alain Millet sur ces sujets de concession gaz et électricité. Merci, Monsieur le Président. Très brièvement, il s'agit simplement de rattacher 3 communes qui restaient rattachées au contrat du SIDER pour GRDF au contrat du CIGERLI. Leur contrat se terminait en 2020, fin 2022. Donc on les rattache à notre contrat par cette délibération. Il n'y a rien de plus à en dire, je crois. Merci. Du coup, je tiens à vous donner une information qui est presque liée, mais aujourd'hui, je crois qu'a été adopté le cahier des charges national FNCCR, France Urbaine, GRDF sur le nouveau modèle de contrat de concession de gaz et qui a pris beaucoup exemple au contrat qui a été négocié Lyon Métropole. Voilà, donc, on a été innovant sur ce sujet. Maintenant, aux autres concessions et aux autres autorités organisatrices de prendre la suite. S'il n'y a pas de questions sur l'intégration des 3 communes à la concession de gaz Cigerli, pas de concession, pas de remarques, pas de questions. Si, une concession importante. Je vous propose de passer au vote. Délibération adoptée, je vous remercie. On passe à la délibération suivante. Les rapports de contrôle au titre de l'exercice 2020. Donc nous avons 4 délibérations portant sur les rapports de contrôle qui incluent les demandes que le CIGERLI fait aux délégataires et les comptes rendus d'activité pour l'électricité d'une part et pour le gaz d'autre part. Et donc il y a une présentation commune des comptes rendus d'activité des deux avec la lecture qu'en fait le CIGERLI, qui est donc qu'on va peut-être commencer et puis on passera aux délibérations ensuite. Et c'est donc Maxime qui présente. Je ne sais pas où vous pouvez être filmé, Maxime, en fait. Mais je pense que c'est mieux que vous veniez vers nous. Mieux. Et en tout cas avec le micro. Allez, par avance, je remercie Maxime Anquisi pour tout le travail réalisé. On a la chance d'avoir des services qui sont très compétents sur ces sujets de concession, aussi bien sur le contrôle actuel que les investissements futurs. Je vous laisse la parole. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Alors, du coup, effectivement, on va vous présenter donc, la synthèse de notre contrôle pour l'année 2020 pour les concessions gaz et électricité. Comme c'est des sujets qui peuvent vite être copieux, ça fait plusieurs années qu'on fait le choix de présenter ça de manière conjointe, gaz et électricité à la fois sur un seul et même support. Donc, du coup, je vais alterner entre les deux concessions, bien qu'il y ait deux concessions différentes, je le précise. Peut-être la première chose qu'on rappelle à chaque fois pour ceux qui participent à chacune de ces présentations annuelles, le positionnement du CIGERLI en matière de concession de distribution d'électricité et de gaz. Bien sûr, on aime rappeler qu'on est attaché bien sûr à la défense du service public et surtout à sa pérennité. Et on va voir à travers les aspects notamment techniques et aussi comptables que la pérennité, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête quand on parle de ces deux concessions gaz et électricité. Un élément toujours important de rappeler, c'est qu'on est dans une situation de péréquation tarifaire à l'échelle nationale, c'est-à-dire que les usagers payent la même utilisation du réseau, deux usagers identiques à deux endroits du territoire, peu importe si une concession est plus ou moins rentable. Donc ça, c'est quand même un des principes fondamentaux de la distribution publique en France d'électricité et de gaz. Et des aspects qui sont particulièrement importants pour nous dans le contrôle au quotidien, ça va bien sûr être
la transparence de la part des concessionnaires pour justement qu'on puisse exercer notre mission de contrôle qui nous est donnée par le Code des collectivités territoriales. Et puis, bien entendu, alors vous allez le voir avec notamment le nouveau contrat gaz qui a été signé en 2020, comme on regarde un petit peu dans le rétroviseur. Un point fondamental, c'est l'équilibre des relations avec les concessionnaires. Et on voit que les contrats de concession, en tout cas le contrat qui a pu être signé avec GRDF récemment, a pu ramener un peu plus d'équilibre par rapport à ce qui a été pratiqué par le passé. Du coup, la présentation va être assez synthétique. Donc, si vous avez des questions sur certains sujets, n'hésitez pas ensuite à les poser. Je risque d'aller un peu vite sur certains aspects. Pardon. Oui, c'est peut-être mieux comme ça. Donc, du coup, par rapport au contrat en lui-même, sur l'électricité, juste pour faire un rapide rappel, sans forcément aller donner un détail sur les chiffres clés, avec Enedis, on a un contrat de concession qui a été signé en 2006 et qui court jusqu'en 2031. Donc, on est à peu près à la moitié du contrat. Aujourd'hui, Enedis aurait très envie qu'on signe un contrat nouveau modèle, tel qu'il a été négocié nationalement en 2017. Mais nous, on a un contrat de concession qui est encore en vigueur, sur lequel on a eu l'occasion de discuter, mais en tout cas, il est encore là pour quelques années, sauf décision contraire. C'est intéressant de rappeler que le Cigerli, quand même, représente à peu près 1% des livraisons d'électricité en France. Donc, certes, à l'échelle du concessionnaire, c'est un poids peut-être modeste, mais on est quand même sur des volumes qui sont très conséquents d'électricité livrée, d'où l'importance d'avoir une qualité qui est bonne sur les réseaux électriques. Je ne vais pas m'attarder plus sur le contrat d'électricité en lui-même. En revanche, sur le contrat gaz, il y a peut-être un petit peu plus à dire dans la mesure où 2020, ça a été une année particulièrement importante, puisqu'un nouveau contrat de concession a été signé avec GRDF. Donc le précédent contrat devait dater de 1994, donc ça faisait quand même quelques années et il y avait pas mal de choses à remettre au goût du jour. Donc je précise effectivement que ce contrat il a été signé en 2020 sur 62 communes et ce soir c'est l'occasion de regrouper les 3 communes qui du coup étaient déjà suivies en fait par le Cigerli dans le cadre de nos contrôles annuels. Donc en fait dans le suivi, dans l'exécution, ça va pas changer grand chose pour nous service parce qu'on regarde déjà les 65 communes depuis de nombreuses années. Et de la même manière, je ne vais pas forcément m'attarder sur les chiffres clés. Donc du coup concernant ce contrat gaz, peut-être juste rappeler en quelques mots les principales avancées. Je pense que c'est quand même important de le rappeler, étant donné que c'est en 2020 que ce contrat a été signé. Il faut quand même avoir en tête que par rapport au précédent contrat de concession, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels les avancées sont notables sur la concession de gaz. Alors, je vais vous en citer quelques-uns, mais c'est loin d'être exhaustif. Typiquement, sur, on va dire, la durée, qui est quand même un des aspects j'ose dire, un des seuls aspects sur lequel on a réellement la main en tant qu'autorité concédante dans ces discussions. La durée, on va dire que c'est un des leviers très important pour nous. On a réussi à avoir un contrat de 15 ans dans la négociation qui a été opérée. Et ça, c'est une vraie avancée dans la mesure où qui dit 15 ans dit que peut-être que dans 15 ans, le monde de l'énergie sera complètement différent et qu'on sera bien content de pouvoir revoir ce contrat. Un des points que je voulais souligner également sur ce nouveau contrat, c'est la question de la gouvernance. Sur le précédent contrat, globalement, il n'y avait pas de gouvernance partagée, en tout cas. On ne décidait pas des investissements. GRDF, globalement, décidait seul. Sur ce nouveau contrat, on a une logique de schéma directeur des investissements décliné en programme pluriannuel qui a été mis en place pour un certain nombre d'ouvrages, on va dire, jugés cibles prioritaires à éradiquer. Ça, c'est une vraie avancée dans la mesure où désormais, on a notre mot à dire dans les investissements de modernisation qui sont pratiqués sur le réseau. Quand on regarde un peu plus dans les chiffres, les investissements de modernisation qui rentrent du coup dans le cadre de ce schéma directeur, ça va conduire par rapport à ce qui était pratiqué par le passé à une hausse d'à peu près 52% des investissements de modernisation. Donc 52%, ça peut paraître élevé. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est surtout que sur le précédent contrat, des investissements de modernisation, il n'y en avait pas énormément. Donc on partait d'assez loin. Un des points qui est particulièrement important aussi en matière de gouvernance, c'est le fait qu'on ait réussi à intégrer des indicateurs de performance qui sont engageants pour GRDF, là où
par ailleurs, dans le passé, il y avait pas ces éléments-là. Donc typiquement, il y a tout un tas d'indicateurs, par exemple sur le temps de coupure, par exemple sur des questions plus techniques de surveillance du réseau, sur des questions d'incidents, qui vont faire l'objet d'un chiffrage où GRDF est obligé d'atteindre certaines valeurs sur les indicateurs et est soumis à pénalité s'il ne les atteint pas une année. Donc ça, c'est une vraie avancée qui nous permet d'avoir des leviers de discussion un peu plus importants avec le concessionnaire. Et puis, il y a des nouveaux champs investis, typiquement sur la transition énergétique. Le précédent contrat de 1994 ne faisait pas du tout état de ces éléments-là. Aujourd'hui, dans notre nouveau contrat, on a notamment une convention avec GRDF, avec un montant un peu symbolique à l'échelle du CIGERLI et de la métropole de Lyon, qui a été, on va dire, qui a été négocié à 1 million d'euros par an. Bon, je vais passer les détails, mais globalement, ça se répartit entre une partie d'actions qui sont à réaliser par GRDF chaque année, qui sont conventionnées, à peu près pour la moitié de ce million d'euros. Et puis l'autre moitié, en fait, GRDF s'est engagé à participer à un fonds d'investissement qui a pour vocation à faire avancer la transition énergétique. Bon, je ne vais pas forcément rentrer plus dans le détail, mais c'est quand même un point important. Et il y a surtout ce montant symbolique d'1 million d'euros par an qui a pu apparaître dans le contrat. Je ne vais pas forcément passer plus de temps là-dessus. Donc, si on revient au contrôle en lui-même donc, de l'exercice 2020, pour ceux qui ont déjà assisté les années précédentes à cette présentation annuelle, vous allez voir qu'il y a beaucoup de constats qui reviennent d'une année à l'autre, ce qui est en fait assez significatif du fait que les concessionnaires ne répondent pas et de loin intégralement aux demandes qu'on leur fait chaque année. Donc, on se permet de les reformuler. Donc, concernant le patrimoine technique, on va prendre les rubriques un peu une à une. Concernant le patrimoine technique en lui-même, donc là, on va parler électricité et gaz. Peut-être la première chose, c'est que sur le gaz, désormais, GRDF, les ouvrages qui avaient été identifiés comme prioritaires en matière de sécurité et qui avaient été, on va dire, identifiés de manière statistique par l'intermédiaire de ce que GRDF suit à la maille nationale. Il y a certains ouvrages très spécifiques qui font l'objet d'un risque d'incident un peu plus accru, avec des risques en matière de sécurité peut-être un peu plus accrus. Et ces ouvrages-là, ils ont pu être intégrés dans le fameux schéma directeur des investissements du nouveau contrat que je vous ai évoqué juste avant. Donc sur le patrimoine technique, on sait qu'il y a certains points de vigilance qui du coup avaient déjà été relevés et qui continuent d'être ici aujourd'hui et qui pourront être intégrés dans ce schéma directeur des investissements. Sur les réseaux d'électricité, on a des réseaux d'électricité qui sont quand même plutôt fiables. Après, c'est quand même intéressant de souligner, malgré le fait qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que la qualité de dessert de l'électricité est plutôt bonne, il y a quand même des vulnérabilités qui sont assez importantes à souligner, à la fois sur la moyenne tension et à la fois sur la basse tension. Le plus important, le plus significatif sur lequel on s'attarde chaque année, c'est le réseau HTA, donc le réseau moyenne tension, sur lequel on a une technologie en particulier souterraine qui est particulièrement sensible aux canicules estivales, ce qu'on appelle les câbles papier imprégnés, voilà, pour utiliser le mot technique. C'est une ancienne technologie de câble souterrain qui a été posée il y a déjà quand même quelques temps, qui aujourd'hui doit être éradiquée par Enedis. Donc Enedis travaille à les éradiquer, mais pas assez vite à notre sens, loin de là, comme on le verra tout à l'heure sur la partie investissement. Donc là-dessus, on a des vulnérabilités qu'on connaît et qui ont une incidence importante sur le temps de coupure, notamment pendant ces périodes de canicule. On a pu voir aussi sur la moyenne tension et aussi sur la basse tension dans toute la partie aérienne qu'on avait des vulnérabilités assez notables aux événements climatiques, on va dire, importants. La question, enfin, comme je l'avais déjà dit l'année dernière, hein, c'est peut-être que dans un monde où on a des éléments climatiques, des événements climatiques, pardon, un peu plus violents et peut-être un peu plus réguliers, c'est quid de la résilience des réseaux, notamment aériens. Donc on sait aujourd'hui qu'on a quelques vulnérabilités et on a pu le voir en 2019, heureusement pas en 2020 sur ces aspects-là. Que ce soit sur l'électricité ou que ce soit sur le gaz, je pense qu'il faut aussi souligner que les ouvrages sont vieillissants. Année après année, on prend presque une moyenne d'un an supplémentaire, ce qui montre bien que le niveau de renouvellement est très loin de permettre une stabilisation de l'âge moyen du réseau. Donc pour prendre juste quelques chiffres, aujourd'hui le réseau en moyenne tension en électricité aérien, il a un peu plus de 40 ans, il a 42 ans en moyenne.
Donc il a atteint sa durée même comptable d'amortissement au sens du tarif national. Le réseau basse tension aérien nu, lui, il atteint 59 ans en moyenne, même s'il y a on va dire, une certaine proportion du réseau sur lequel la datation est pas tout à fait connue. En moyenne, d'après les éléments qu'on a, on a quand même un réseau qui est assez vieux. Et puis pour faire le pendant sur le gaz, nous, une des inquiétudes, enfin, si on peut parler d'inquiétude, en tout cas un point de vigilance qu'on a, c'est sur les canalisations en acier, qui ont été beaucoup posées il y a une quarantaine d'années et un peu plus. Ces canalisations, aujourd'hui, elles ont en moyenne plus de 40 ans, 44 ans. On n'a pas réussi à les intégrer dans le schéma directeur des investissements parce que GRDF considère que ce n'est pas une priorité aujourd'hui. Nous, la question qu'on a, c'est est-ce que dans 20 ans, les canalisations en acier, est-ce que dans 30 ans, elles seront toujours aussi fiables qu'aujourd'hui? Et surtout, est-ce que dans 20 ans, on sera prêt à faire des dizaines de kilomètres de tranchées si jamais il y a un point de vigilance à éradiquer rapidement? Le dernier aspect sur le patrimoine technique, c'est plutôt en lien avec les inventaires. Donc, bien sûr, on a des inventaires pour tous les ouvrages des deux concessions. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a certains inventaires, malgré des nets progrès de la part des deux concessionnaires ces dernières années, je pense des progrès qu'il faut souligner ici, on a quand même une vraie fiabilisation nécessaire de ces inventaires qui, des fois, sont un peu des gruyères sur certains aspects, notamment sur les ouvrages de raccordement en gaz. Alors, on travaille avec GRDF, notamment dans le cadre du nouveau contrat, pour améliorer ces inventaires. Mais quand on regarde les ouvrages de raccordement qui concentrent aujourd'hui 85% des incidents, on trouve qu'il n'est absolument pas normal, même si c'est un peu le fruit de l'histoire, d'avoir 85% des ouvrages responsables des incidents sur lesquels les inventaires ne sont pas renseignés à 100%, typiquement les dates de mise en service, les matériaux constitutifs, etc., qui sont bien utiles ensuite pour faire des statistiques. Concernant du coup la rubrique plutôt qualité, maintenance, sécurité, donc je l'ai déjà un petit peu abordé parce que forcément quand on parle de patrimoine technique, derrière le pendant, c'est aussi la qualité de service qu'il y a derrière. Donc là j'entends surtout qualité technique de service, non pas qualité auprès des usagers. Sur l'électricité, l'indicateur qu'on présente chaque année, qui est l'indicateur phare, c'est le critère B, qui représente le temps moyen de coupure par usager sur le réseau d'électricité. Donc en 2019, on a eu un critère B, donc un temps moyen de coupure qui était particulièrement élevé du fait des aléas climatiques qui avaient eu lieu en fin d'année. Donc il y avait une grosse tempête de neige collante, je pense que vous vous en rappelez, et puis des vents violents ensuite avec une seconde tempête qui est intervenue en décembre. En 2020, l'année elle a été quand même relativement calme et on retombe sur un critère B, donc un temps moyen de coupure qui est, on va dire, dans des niveaux moyens par rapport à ce qu'on a pu le connaître sur une chronique de plusieurs années. Ce qui est important de souligner ici, c'est que quand on regarde ce critère B, nous, ce qu'on va chercher à faire en tant que propriétaire des réseaux, en tant qu'autorité concédante, c'est à voir par quel levier on peut réduire ce temps de coupure moyen pour les usagers. Aujourd'hui, quand on regarde, c'est les incidents sur le réseau HTA, donc sur le réseau moyenne tension, qui représentent l'essentiel du temps de coupure, donc de ces 36 minutes qu'on a ici. Le réseau HTA, en 2020, il représente 62% de ces 36 minutes. Donc, c'est-à-dire que c'est par des actions d'investissement sur le réseau HTA en priorité qu'on pourra avoir un levier important sur ce temps de coupure moyen. Je pense que c'est important aussi de préciser que le réseau HTA du Cigerli, aujourd'hui, même si on a une qualité de dessert, je répète, qui est quand même relativement bonne, hein, tous les syndicats n'ont pas un temps de coupure à 36 minutes. Toutefois, quand on regarde le taux d'incident qui a lieu sur nos réseaux, à la fois en souterrain et à la fois en aérien, et je parle bien de la moyenne tension, on est parmi les plus élevés, si ce n'est le plus élevé des syndicats de Auvergne-Rhône-Alpes, donc de l'association des syndicats d'énergie avec lesquels on se compare. On a les réseaux qui, a priori, au linéaire, donc je répète bien, ramenés au linéaire, sont les plus incidentogènes. Donc ça, c'est assez révélateur. Sur vraiment la qualité de l'électricité, la qualité technique, donc vous savez peut-être que sur l'électricité, on doit respecter des plages réglementaires de tension pour la desserte aux usagers. Enedis a des outils statistiques qui permettent de voir quels sont les usagers qui potentiellement seraient mal alimentés si on se met dans une situation hivernale où on soutire fortement sur le réseau. D'après ces modèles statistiques, en 2020, on avait 824 clients qui étaient identifiés comme mal alimentés. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont mal alimentés, ça veut dire qu'en cas de grand froid, il est possible qu'ils deviennent mal alimentés ou qu'ils sortent des plages de tension.
Donc du coup, en principe, les départs basse tension, souvent c'est sur la basse tension, les départs qui sont identifiés, ils font l'objet d'investissements dans les 2-3 ans qui suivent. Sur le gaz, du coup, on a un nombre d'incidents qui reste assez élevé quand même par rapport à l'historique, qui certes diminue par rapport à l'année dernière, enfin, par rapport à 2019, pardon. Ça reste assez élevé parce qu'on a toujours le déploiement du compteur Gaspard et qu'on a énormément de visites de techniciens sur les ouvrages, peut-être plus régulièrement que ce qui est fait par l'intervention. Et en fait, quand les techniciens viennent pour poser les Gaspards, souvent ils touchent un peu des boulons, enfin des choses qui n'ont pas l'habitude d'être touchées, et ils détectent bien souvent des micro-fuites. Donc certes, le nombre d'incidents augmente fortement, mais beaucoup sont des micro-fuites qui, d'après GRDF, sont sans gravité. Nous, la problématique, c'est qu'en tant qu'autorité concédante, aujourd'hui, on n'a pas suffisamment d'éléments de la part de GRDF pour qualifier les fuites, à savoir, nous, on reçoit une sorte de gros tableau de tous les incidents sur la concession, mais GRDF ne nous dit pas telle fuite, c'est une micro-fuite, et telle fuite, c'est une fuite importante avec un vrai danger derrière. Donc, même si aujourd'hui, le nombre d'incidents, certes, reste modeste, il a été en augmentation, on le sait, grâce aux multiples interventions Gaspard, mais nous, on aimerait pouvoir qualifier ces différents incidents de plus ou moins graves en matière de fuite de gaz. Il y a une tendance qui est aussi qu'on souhaitait souligner dans cette synthèse. Ça fait plusieurs années qu'on observe une vraie tendance haussière sur les fuites qu'on a sur les branchements. Donc les branchements, c'est la partie entre la canalisation dans la rue et la desserte dans les immeubles ou dans la maison individuelle. Donc là, du coup, pour l'instant, on a une tendance de fond qui est assez importante. On est largement supérieur aux moyennes des autres syndicats et on n'a pas forcément de réponse miracle qui est apportée par le concessionnaire sur ce sujet-là. Donc c'est quelque chose qu'on suit attentivement, même s'il n'y a pas de danger immédiat. Par rapport à plutôt la partie maintenance, surveillance, en 2020, il y a 36% du linéaire de réseau de gaz qui a été surveillé. Donc ça représente un peu plus de 900 km. Et il faut avoir en tête que GRDF doit surveiller l'intégralité du réseau tous les 4 ans en gros. Après, il y a des fréquences un peu différentes selon les catégories de canalisation, mais globalement, tout le réseau est surveillé tous les 4 ans. Et nous, on vérifie bien que GRDF respecte tout ça. Donc là-dessus, pas d'alerte particulière. Un des points qu'on regarde chaque année, c'est le taux de fuite que GRDF détecte pour 100 km surveillés, pour avoir quelque chose de comparable d'une année à l'autre, étant donné qu'il n'y a pas les mêmes linéaires surveillés. Et quand on regarde ce taux de fuite, en fait, on voit que par rapport à ce qu'on observait il y a 10 ans, on a un taux de fuite relevé sur ces surveillances qui est très très nettement supérieur. On n'a pas forcément de réponse et c'est forcément, enfin, c'est un petit peu lié aussi avec la partie tendance haussière sur les fuites de branchement, mais c'est vraiment un des points qu'on suit attentivement. Typiquement, en 2020, on a 7,5 fuites détectées pour 100 km surveillés en moyenne de canalisation. Si on regarde la moyenne entre 2011 et 2020, on était à 5 fuites. Et si on regarde la moyenne entre 2011 et 2015, on était probablement encore bien inférieur. Donc c'est une tendance voilà, qu'on suit et qui nous inquiète un petit peu. Et puis enfin, dernière chose, sur la surveillance des autres ouvrages. Donc là, on parlait spécifiquement des canalisations, mais GRDF, bien sûr, surveille aussi les ouvrages dans les immeubles, les postes de détente, etc. Ça, c'est des choses on a pu avoir accès à ces données dans le cadre du nouveau contrat de concession. On n'avait pas forcément de visibilité précise par le passé, donc c'est un vrai point important, le fait d'avoir pu accéder à ces éléments-là. Il y a quelques retards, mais globalement, GRDF fait une surveillance qui est quand même tout à fait correcte par rapport à son prescrit. De manière très rapide, juste peut-être pour illustrer la partie critère B, donc je reviens sur la partie électricité. On pensait qu'il était intéressant de vous montrer le critère B moyen, non pas juste sur l'année 2020, mais en moyenne pour les années 2018, 2019 et 2020. Donc bien sûr, en rouge, c'est les communes qui ont eu un temps de coupure plus élevé et en vert, celles moins élevées. Et en fait, on voit peut-être que ces 3 années ne sont pas les plus représentatives dans la mesure où l'année 2019, avec les événements climatiques, ont largement écrasé la moyenne des 2 autres années. Et on retrouve les communes qui ont été très impactées par les événements climatiques de fin 2019 dans cette moyenne sur 3 ans, notamment le secteur des Monts d'Or. Et puis, de manière peut-être un peu plus globale, les communes qui sont situées à l'ouest lyonnais dans la CCVG et celles de la CCPO qui ont été particulièrement touchées par les vents violents fin 2019. Donc voilà, on regarde aussi
enfin, au-delà des moyennes très générales, on regarde aussi un peu plus de manière microscopique ce qui se passe sur les incidents pour être en mesure de faire les bonnes remarques à Enedis. Sur la partie toujours qualité de service, mais cette fois-ci au niveau des usagers. Du coup, c'est la slide suivante. Donc du coup, qualité de service aux usagers. L'année 2020, elle a quand même été marquée par le contexte sanitaire inédit, hein. C'est vrai que je n'ai pas précisé jusqu'ici, mais ça a quand même été une année tout à fait particulière aussi pour les concessionnaires Enedis, GRDF et EDF en tant que fournisseurs aux tarifs réglementés. Et on peut quand même les saluer pour la continuité de service qui a été mise en place, notamment pendant le confinement de mars 2020. Notamment sur les questions de sécurité, les concessionnaires ont maintenu quand même leur force d'action pour intervenir sur les réseaux quand il y avait besoin d'intervenir sur les réseaux. Sur le nombre d'usagers donc, de nos concessions, malgré le fait qu'on était dans un contexte un peu particulier en 2020, le nombre d'usagers a continué à croître. Sur l'électricité, ce qui est peut-être intéressant à souligner, c'est qu'on a dépassé les 500 000 usagers sur la concession du Cigerly. Donc c'est quand même une concession importante en volume. Par rapport au taux de réclamation, c'est quelque chose qu'on regarde aussi de très près. Alors là, du coup, c'est vraiment la synthèse de la synthèse, mais on regarde les objets sur les réclamations, on regarde le détail de chaque type de réclamation et ses évolutions chaque année. Ce qu'on voit, c'est que globalement, on avait eu il y a quelques années un impact du déploiement des compteurs communicants avec pas mal de réclamations du fait de ces déploiements-là. Là, quand on arrive plutôt à la fin du déploiement Linky, à la fin du déploiement Gaspard, on a des rubriques de réclamations sur ces objets-là qui sont largement en baisse. Sur le gaz, on souhaitait faire, enfin, toujours par rapport aux réclamations, on souhaitait souligner notamment les questions de problématiques de données de comptage. Ça fait plusieurs années que GRDF a rencontré des difficultés, notamment dans les nouvelles chaînes communicantes avec les compteurs communicants pour qu'ils remontent leurs index et pour que ensuite les fournisseurs facturent sur la base de ces index remontés automatiquement. GRDF a connu quelques difficultés, ce qui a généré pas mal de réclamations ces dernières années, y compris un peu en 2020. Et puis surtout en 2020, ce qui a généré pas mal de réclamations sur le gaz, c'est en fait que les releveurs, pour le coup, ont moins relevé les compteurs qui n'étaient pas communicants. Donc là, du coup, on voit aussi l'avantage des compteurs communicants. Et du coup, le fait qu'il y ait eu moins de relève de ces compteurs, ça a généré plus de contestations d'index de la part des usagers qui ont été du coup facturés sur la base d'index estimés et pas forcément relevés réellement. Pour l'électricité, alors du coup, il y a beaucoup de rubriques qu'on ne va pas détailler ici, mais il y en a une en particulier sur laquelle on souhaitait appuyer. C'est les réclamations qui sont liées au raccordement, donc au raccordement au réseau électrique par les usagers. Si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, les réclamations qui sont liées au raccordement, elles ont fait x2 en 4 ans, ce qui est assez important. Selon Enedis, ça provient surtout des questions de raccordement provisoire. Et a priori, ils ont toujours un peu des difficultés d'organisation pour mettre en place des raccordements provisoires quand il y a des demandes, ce qui génère pas mal de mécontentement sur le territoire. Et du coup, ça se voit forcément dans les réclamations liées à ces raccordements. Donc même si ce n'est pas le poste de réclamation sur lequel, en volume, il y en a le plus, en tout cas, c'est celui qui a l'évolution la plus significative et sur lequel on souhaitait revenir aujourd'hui. Concernant la fourniture au tarif réglementé de vente, donc du coup, là, c'est côté EDF. Donc on est sur le contrat de concession Enedis et EDF. Je n'ai peut-être pas reprécisé au début, effectivement. Donc la fourniture au tarif réglementé de vente fait bien partie de la concession et est concédée à EDF. Ce qu'on suit en particulier, c'est l'érosion de ce portefeuille de clients EDF qui sont au tarif réglementé, qui s'amenuisent du coup année après année. Donc en 2020, on a perdu 7% des clients. En 2021, la baisse va être d'autant plus notable qu'on a eu la fin des tarifs réglementés, notamment pour une bonne partie des collectivités, pour une bonne partie des communes notamment. On souhaitait également souligner les réclamations en hausse sur la partie facturation pour EDF. Alors nous, on en fait un petit peu les frais au Cigerly dans le groupement de commandes. C'est pas facile tous les jours. On observe une vraie dégradation de la qualité de service sur la partie facturation. Et du coup, là, on le voit quand on regarde de manière très macroscopique à l'échelle de la concession, donc c'est-à-dire pas seulement le Cigerly, mais aussi tous les autres usagers qui achètent à EDF.
on voit que sur les facturations, ça fait partie des postes qui augmentent fortement en tant que mécontentement. Et puis enfin, peut-être souligner l'accompagnement important qu'a mis EDF auprès des clients les plus précaires durant la crise sanitaire. Il y a eu notamment une annonce assez importante des arrêts de coupure pour impayés, qui du coup s'est prolongée au-delà de la crise sanitaire. Je pense que c'est important de le souligner ici. Et qui du coup s'appliquait en plus de la prolongation de trêve hivernale qui avait eu lieu pendant le cœur de la crise sanitaire. Concernant les investissements, c'est bon, je ne prends pas trop de temps. Bon. Bon, concernant les investissements, du coup, donc, on a quand même déjà dit pas mal de choses à travers le patrimoine technique et à travers la qualité de service, parce que les investissements, c'est finalement ce qui vient répondre à ces enjeux-là. De manière très générale, pour l'électricité et pour le gaz, les investissements de modernisation, donc je précise bien de modernisation, sont à accroître largement pour répondre aux problématiques techniques qu'on a pu identifier. Donc, je vais commencer par le gaz, même si effectivement sur les investissements, on a un schéma directeur qui nous prévoit des investissements de modernisation plus importants. Ce qu'on voit, c'est que aujourd'hui, même avec ce schéma directeur, on n'est pas au niveau qu'on souhaiterait obtenir, mais bon, après, ça fait partie d'une négociation générale. Et en 2020, plus particulièrement, on a eu un vrai effet de la crise sanitaire sur les investissements de GRDF. Donc malheureusement, c'est pas de chance pour GRDF. La première année du programme pluriannuel n'a pas permis de satisfaire les objectifs qu'ils s'étaient fixés en matière d'investissement. Donc c'est un mauvais démarrage sur le contrat, mais ils n'y peuvent pas grand-chose sur cet aspect-là. Nous, ce qu'on leur demande, ce qu'on souhaite, c'est que du coup, c'est le principe d'un programme pluriannuel, c'est d'avoir plusieurs années pour se rattraper. Donc comme c'était la première année, on espère que GRDF va pouvoir rattraper ce qu'il n'a pas pu faire en 2020 sur les années suivantes du programme pluriannuel. Sur l'électricité, ce qu'on peut noter sur les aspects purement investissement, au-delà du fait qu'on est largement en deçà de ce qu'on souhaite aussi Gerly, c'est que Enedis a réussi quand même à maintenir un niveau d'investissement assez important de modernisation des ouvrages en 2020, malgré les confinements qui ont eu lieu, parce qu'ils ont réussi à se reporter sur des investissements de forte valeur sur le réseau HTA. Malgré tout, les investissements totaux, ils ont diminué en 2020 de la part d'Enedis parce qu'on a eu un vrai effet à la baisse, notamment lié à la baisse des raccordements, à la baisse d'autres aspects qui du coup ne seront pas forcément détaillés ici, mais qui sont du fait de la crise sanitaire. Hors crise sanitaire, on se maintient à peu près à un niveau qui était celui des années précédentes. Donc là-dessus, pour faire le lien avec la partie qualité tout à l'heure évoquée, nous, le plus gros poste sur lequel on attend Enedis au tournant pour les investissements, c'est les câbles en papier imprégné que je mentionnais sur la HTA. Nous, on a calculé qu'il faudrait multiplier par 2,5 le rythme d'investissement sur ces ouvrages-là pour atteindre ne serait-ce que les objectifs nationaux que s'est fixé Enedis dans sa feuille de route. Donc, multiplié par 2,5 juste pour atteindre ces objectifs nationaux. Donc on en est encore très loin. Voilà, je ne vais pas forcément passer plus de temps là-dessus. On a juste mis un exemple de graphique. Donc là, du coup, je reviens au gaz. Alors désolé, ça c'est un petit peu décalé, mais la petite fenêtre rouge, elle va sur le 1,4 en bleu foncé. Sur l'année 2020. Et en fait, c'est juste pour vous montrer que les investissements de modernisation, donc les investissements qui rentrent dans le cadre du programme pluriannuel engageant pour GRDF depuis 2020, c'est seulement sur cette fenêtre bleue qui du coup est à 1,4 million d'euros en 2020. Tout le reste, ça va être des investissements qui ne sont pas forcément délibérés par GRDF, typiquement quand il y a des raccordements, etc. Des choses plutôt après qui sont réparties nationalement ou des choses qui sont, on va dire, des investissements subis comme les modifications d'ouvrages à la demande de tiers. Donc on voit que les aspects vraiment purement engageants du PPI, c'est qu'une petite partie finalement des investissements de GRDF sur la concession. Sur la transition énergétique, du coup, alors bon, le point clé qu'on suit chaque année, c'est l'évolution du déploiement des compteurs communicants. Donc on voit que sur le Linky ou sur le Gaspard, dans une moindre mesure, mais ça va venir, on arrive sur des taux qui sont très importants de déploiement sur le territoire. Donc ça, c'est des points, je ne vais pas forcément redétailler ici, mais qui apportent vraiment pas mal, notamment
en service client, mais aussi dans la conduite du réseau, dans la conduite notamment du réseau électrique. C'est des choses qu'on ne voit pas forcément en tant qu'usager, mais qui changent la manière de faire d'Enedis et dans le bon sens. Sur la partie biométhane, comme on l'avait dit en 2019, on a la STEP de la Fissine, donc la station d'épuration qui avait été raccordée. Elle a produit 5 gigawattheures en 2020. Donc c'est la seule production de biométhane qu'on a sur le territoire Cigerli à l'heure actuelle. Il y a un point qui est assez important à souligner aussi, qui n'est pas un point spécifique de la concession, qui est issu de la réglementation plutôt, c'est que GRDF du coup a dû mettre en place par l'intermédiaire du coup de la loi ce qu'on appelle un droit à l'injection pour permettre de raccorder les futurs producteurs de biométhane qui viendraient se raccorder dans les années à venir. Donc ce droit à l'injection, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est assez complexe, mais globalement, il permet à GRDF, parfois et souvent sur la concession, aux frais du tarif, donc c'est-à-dire pas aux frais du producteur, aux frais des usagers de manière générale, il permet d'aller faire des maillages ou de prévoir éventuellement des rebours, c'est-à-dire de faire remonter le gaz dans les tuyaux quand on ne peut pas forcément l'absorber. Ce droit à l'injection, c'est quelque chose du coup sur lequel on a échangé avec GRDF et sur lequel on a dû donner notre aval sur les plans qui étaient faits de maillage et de renforcement pour accueillir ces éventuels futurs producteurs. Sur l'électricité, la vraie dynamique sur le territoire, c'est le photovoltaïque, parce qu'on a un territoire qui est quand même majoritairement urbain, qu'on ne peut pas mettre beaucoup d'autres énergies renouvelables électriques hormis le photovoltaïque. Donc c'est logiquement le photovoltaïque qui a la plus grande dynamique. Ce qu'on observe, c'est qu'année après année, cette énergie, elle prend de plus en plus de place. Et on le verra en 2021, on a encore un essor qui est d'autant plus élevé, beaucoup plus encore qu'en 2020. Dernier point là-dessus que je souhaitais souligner, c'est par rapport à l'autoconsommation photovoltaïque. Donc, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, la plupart des raccordements ils se faisaient avec la vente de l'intégralité de la production des panneaux sur le réseau. Et là, on a un vrai changement de paradigme là-dessus au niveau d'Enedis. C'est que la plupart des producteurs, et notamment des petits producteurs particuliers qui se raccordent, ils se raccordent en autoconsommation avec seulement injection du surplus qui n'est pas autoconsommé sur le réseau. Donc du coup, ça vient quand même modifier en partie les flux qui transitent sur le réseau public de distribution. Et on a une vraie tendance qui est en train de s'installer sur l'autoconsommation et qui n'est pas prête de s'arrêter au regard des prix de l'électricité en ce moment. Et enfin, pour terminer, concernant le bilan comptable, alors c'est un des points sûrement les plus complexes et pour autant les plus importants, que ce soit sur l'électricité ou que ce soit sur le gaz. Alors de manière très générale, sur la valeur brute des deux concessions, donc la concession d'électricité et la concession de gaz, on a eu 2 années où on a eu une valeur brute qui a fortement augmenté pour 2 raisons différentes. Sur le gaz, le nouveau contrat il a permis d'intégrer dans les ouvrages qui appartiennent au Cigerli les compteurs du coup, qui étaient jusque-là propriété de GRDF et les postes clients, donc les postes de livraison. Donc tout ça, c'était pas dans la concession. C'était géré sur le réseau par GRDF, mais ce n'était pas propriété du Cigerli et ça a intégré la concession. Donc on a une augmentation assez forte de la valeur brute comptable des ouvrages sur le gaz. Et sur l'électricité, le point important qui est intervenu du coup en fin d'année 2020, c'est les dispositions de la loi Elan qui a conduit à faire rentrer dans la concession de distribution publique d'électricité toutes les colonnes montantes d'électricité à l'intérieur des immeubles qui jusqu'ici étaient en fait propriété souvent des syndics, enfin des copros. Et du coup, ça c'est un... Alors, j'ai plus le chiffre en tête, il me semble que c'est aux alentours de 15 000 colonnes montantes qui sont rentrées dans la concession, et forcément avec une intégration qui se voit quand même un petit peu sur l'aspect de la valeur brute de la concession du Cigerli. Donc, au-delà de ces chiffres un peu bruts, sur les aspects comptables, il nous semble qu'il y a des alertes qui doivent être faites comme chaque année, sur l'électricité notamment. Nous, alors, même si c'est un cadre qui est purement hypothétique, on aime regarder les dettes et créances réciproques qu'on a entre Cigerli et Enedis. Bien sûr, aujourd'hui, c'est un cadre complètement hypothétique parce que, bien sûr, on est dans une situation de monopole et on n'a pas de fin prévue sur ces contrats de concession. Toutefois, il est toujours intéressant en tant qu'autorité concédante d'avoir ce regard et de voir l'évolution de ces dettes et créances au fil des années, notamment quand c'est le cas ici, on va dire que l'évolution n'est pas du tout plate. Typiquement, pour vous donner quelques chiffres, en 2015, si on faisait un bilan, alors
je le redis encore une fois, purement hypothétique. En gros, c'est Enedis qui aurait dû, si on arrêtait la concession, à peu près 40 millions d'euros au Cigerli. En 2020, si on fait le même bilan, on est à peu près à zéro. Donc, c'est-à-dire qu'on est à peu près équilibré. Ce qu'on voit, c'est que globalement, il y a des pratiques qui ont été faites à l'échelle nationale, sur lesquelles on n'a pas du tout la main localement en tant qu'autorité concédante, qui fait que Enedis, progressivement, euh, arrive à changer un petit peu cette situation par des pratiques de rallongement de durée de vie des ouvrages, donc de récupération de provisions, etc. Il y a aussi la hausse des investissements nationaux qui conduit à ça. Mais globalement, on est vraiment en train de changer de paradigme et il est probable qu'en 2021, si on refait ce même calcul, c'est le Cigerli qui doive de l'argent à Enedis dans cette situation hypothétique. Donc pour nous, dans la mesure où même si ça reste quelque chose qui relève d'un scénario à ce stade, il est important en tout cas qu'on puisse avoir notre mot à dire sur ces pratiques nationales et aujourd'hui on n'a pas notre mot à dire et c'est problématique. Sur le gaz, du coup, par rapport à la comptabilité de manière générale, on peut noter une vraie amélioration de la transparence de GRDF qui a accepté de transmettre des données qui jusque-là n'étaient pas transmises. Pour faire simple, GRDF nous donnait une vision économique de la concession basée sur le tarif national, mais en fait a une pratique qui est complètement différente dans sa comptabilité, qui permet de pratiquer un différé d'impôt vraiment à la maille nationale. Enfin, c'est des choses après qui sont validées, hein. Je pense que côté Bercy, tout le monde est au courant. Mais en tout cas, sur nos concessions, il nous semblait normal d'avoir cette transparence-là qui n'était pas du tout affichée. Donc ça, c'est quelque chose que GRDF a accepté d'ouvrir dans le cadre de ce nouveau contrat et on est content de pouvoir enfin accéder à ces données-là. Et puis enfin pour terminer, quand on regarde l'économie des concessions, ça reste très artificiel dans la mesure où il y a des charges qui sont fortement réparties d'une concession à l'autre. Typiquement, on n'est pas en mesure de savoir exactement ce que Enedis va dépenser sur la concession Cigerli ou ce que GRDF va dépenser exactement sur la concession. Mais voilà, il y a quand même des comptes d'exploitation qui sont reconstitués même de manière artificielle. Ce qu'on voit, c'est que la concession d'électricité, avec encore une fois ce bilan artificiel, elle est largement bénéficiaire à hauteur d'environ 30 millions d'euros en 2020. Pardon. Et elle contribue à la prééquation tarifaire à hauteur de 14 millions d'euros, toujours par l'intermédiaire de cette vision, de ce calcul artificiel. Donc du coup, c'est quand même important de voir qu'on a 14 millions d'euros qui sont utilisés du fait que la concession de Cigerli est particulièrement rentable pour financer d'autres territoires sur lesquels la rentabilité n'est pas forcément aussi importante qu'ici. Et sur le gaz, du coup, si on regarde aussi ce compte de résultats, ce qui est toujours étonnant, et ça fait plusieurs années, en fait, la concession du Cigerli, elle est plutôt bénéficiaire de la péréquation tarifaire que ce qu'elle est contributrice. On aurait tendance à penser qu'on est sur un territoire urbain qui va être peut-être plus rentable. Et en fait, non, sur la concession du Cigerli, on bénéficie de la péréquation tarifaire. Donc en 2020, encore une fois, même si c'est un résultat artificiel, on a un résultat qui est négatif sur la concession. Peut-être du fait qu'on a eu moins de recettes aussi du fait de la baisse des consommations. Et du coup, il a été nécessaire pour équilibrer la concession et pour la ramener à un niveau moyen de rentabilité de GRDF. Il a été nécessaire, enfin en tout cas intellectuellement, de ramener 1,5 million d'euros pour équilibrer ce résultat. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup, Maxime. Je ne sais pas si Pierre-Alain, tu veux rajouter quelque chose? Bien sûr. Non, d'abord, comme tu l'as fait, je voulais remercier Maxime. J'avais prévu de le faire après son intervention, mais tu m'as commencé. Je pense que quand le président tout à l'heure parlait d'un syndicat qui fonctionne, qui marche, je pense qu'on a une belle illustration. Il y a une ancienneté, il y a une histoire dans l'expérience de contrôle des concessions par le Cigerli. Évidemment, on voit toute la densité et la compétence de Maxime dans cette synthèse. Et ça me conduit donc cette première remarque sur à la CRC. Je pense qu'il a fallu les inviter pour qu'ils assistent à cette présentation. Mais je sais aussi, parce que c'est vrai que moi, à chaque fois, je me dis, il faudrait que j'y passe plus de temps en tant qu'élu, parce qu'il y a plein de sujets importants et intéressants dans tout ce qui vient d'être dit. Et je me dis, j'y passe pas assez de temps. Donc, ça, Agnès sourit, elle confirme. Non, par contre, je me dis qu'il y a peut-être à trouver comment on rend accessible aux élus qui s'y intéressent
cette mine d'informations qui nous concerne et qui nous intéresse. Et peut-être il faudrait qu'on ait plus d'initiatives, je ne sais pas moi, de sessions, de présentations détaillées ou de formations. Je ne sais pas comment il faut le faire, mais en tout cas, je pense qu'il y a vraiment matière à faire. Et puis, j'en profite, juste une petite remarque quand même, au passage à la concession EDF. Donc, effectivement, le nombre de clients au tarif régulé a fortement baissé, enfin, a baissé régulièrement jusqu'en 2021, mais comme vous le savez, il s'est passé tout un tas de choses depuis, donc il est reparti à la hausse, ce qui me conduit sur tout un débat qu'il faut avoir. J'alerte quand même tous les élus locaux. Regardez bien ce qui s'est passé sur le bouclier tarifaire pour l'électricité qui protège les particuliers plus ou moins, les collectivités nettement moins, enfin pas du tout, sauf quand même avec cet enjeu que la taxe intérieure sur les consommations finales, c'est ça, TICFE, consommation finale d'électricité, que le gouvernement a raboté à 1 € pour absorber une partie de la hausse. Je vous rappelle quand même qu'à la fin, c'était une recette pour les communes. Donc on ne sait pas ce qui va se passer à la fin de l'année, mais moi je serai très attentif pour vous. Sinon, nous avons donc... C'est bon. Si, je voulais rajouter des petites Eh ben, choses. vas-y. Merci de ton intervention et notamment sur la partie acculturation. Moi, faut rappeler aussi qu'on est dans un pays où on a une vision de l'énergie qui ne passe globalement dans le débat public que par comment on produit de l'énergie et globalement dans notre pays, comment on produit de l'électricité. Mais ce qui était montré au tout début par l'ADEME, c'est que c'est pas l'électricité qui est le facteur énergétique le plus utilisé en France, mais c'est autre chose et c'est pour globalement faire fonctionner la mobilité. Mais ça c'est un autre débat. Par contre, ce qu'il faut rappeler, que ce soit sur le gaz ou l'électricité, c'est qu'il y a des enjeux qui sont à votre main, qui sont à notre main localement, parce que dans une facture de gaz ou d'électricité, il y a effectivement les taxes, il y a effectivement la production et la consommation, mais il y a toute la part de la distribution et ça représente quelque chose. Les citoyens lambda, ils regardent le chiffre sur la facture, basta, ils vont pas plus loin. Pour autant, on a quand même un vrai sujet qui a une importance sur le réseau de distribution d'électricité et de gaz dans un avenir énergétique proche. Moi, normalement, au second semestre 2022, il y a un débat public sur l'avenir énergétique dans notre pays et je souhaite qu'on se pose des questions et qu'on travaille, nous, sur ces sujets-là parce que il y a une complémentarité entre les réseaux, que ce soit les réseaux gérés par le CIGERLI, gaz et électricité, mais en lien avec les réseaux de chaleur, il y a une importance. On nous parle beaucoup de l'hydrogène un jour, de la possibilité d'utiliser l'hydrogène dans nos réseaux gaz. Moi, je suis loin d'être persuadé que ce soit aussi simple que le discours de certains. Donc, il y a des vrais sujets auxquels on doit tous participer et on doit continuer de se former et de porter des propositions au niveau national. Pour rebondir sur certains éléments évoqués par Maxime, notamment, oui, c'est bien de montrer la carte où le critère B, il n'est pas pareil de partout sur le territoire, que c'est plus simple à gérer sur un territoire dense, qu'on a des difficultés plus sur Mont-d'Or, Val-de-Saône, et on l'a encore constaté en 2021 quand il y a eu, je crois, au mois d'août, de gros orages qui ont coupé plusieurs communes dont certains représentants sont là ce soir, une nuit et une grosse partie de la journée du lendemain. Donc on n'est quand même pas au niveau que Maxime a parlé de la technologie des CPI incidentogènes. Moi, j'aime beaucoup à rappeler qu'Enedis nous dit qu'il aura résorbé le souci en 2060. Donc moi, en 2060, j'aurai 80 ans. Voilà, à chaque fois, je dis, oui, j'ai de la chance, si j'y arrive, évidemment. Il faudrait peut-être accélérer sur un sujet où, en fait, des canicules, il y en aura de plus en plus et elles seront de plus en plus intenses. Donc, moi, je ne suis pas hyper convaincu par ça. Il y a une note de France Stratégie qui est sortie il n'y a pas très longtemps sur les difficultés des différents réseaux au vu des changements climatiques. Et que le réseau de distribution d'électricité, s'il a des problèmes, il engendrera des problèmes sur les réseaux de télécommunications et ainsi de suite. Donc il y a vraiment à muscler un petit peu ce sujet-là et que Enedis aille beaucoup plus loin que ce qu'il fait actuellement. En termes de critères B, je vous parlais tout à l'heure de la visite qu'on a fait à Gaz Électricité de Grenoble. Donc, comparé à un territoire qui n'est pas du tout le même, et Gaz Électricité de Grenoble n'est pas aussi vaste que l'intervention du CIGERLI, le critère B sur Grenoble, c'est 5 minutes quand même de coupure. Voilà, juste c'est dit.
Mais comparaison n'est pas raison. Et un dernier point qui est extrêmement important, en étant à la tête du CIGERLI et vous, en tant qu'élu représentant du CIGERLI, vous avez parlé, Maxime, de péréquation, de solidarité. Moi, je rappellerai juste que pour Enedis, nous sommes la 10e concession la plus rentable. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Pascal. Merci, c'est juste une petite remarque qui a été faite justement sur les branchements provisoires, où il y a eu beaucoup plus ça multiplié par deux les réclamations. Alors moi, ce n'est pas une réclamation, mais dans nos communes, on a souvent des problèmes avec les branchements provisoires. Enedis ne suit pas du tout les branchements provisoires. C'est-à-dire que n'importe quel kidam peut demander, enfin, il faut être artisan, logiquement, avoir une entreprise, mais il y en a beaucoup, même dans les gens du voyage, par exemple, qui possèdent ces arguments et qui demandent des branchements provisoires et qui deviennent des branchements définitif souvent. Et malgré toutes les interventions que j'ai faites auprès des 10, on n'arrive pas à savoir comment c'est géré. C'est pas géré du tout, j'ai l'impression. Soi-disant, au bout de 2 ans, ils demandent le débranchement, mais ce n'est jamais fait. Et la responsabilité de nos communes, notre responsabilité de maire d'ailleurs, lorsque des branchements sont provisoires et alimentent certaines habitations provisoires, par où elles passent, il n'y a rien de sécurité. Et en cas de pépin, en cas de problème, la responsabilité, c'est le maire de la commune qui la supporte. Donc je ne sais pas si on ne pourrait pas faire des actions auprès des listes de manière plus forte. Moi, en tant que commune, je n'y suis pas arrivé. Voilà. Merci. Non. En fait, on a rediscuté du sujet très récemment avec Enedis dans le cadre de la présentation de leur compte-rendu d'activité pour 2021, donc du coup, enfin, l'année suivante par rapport à ce rapport de contrôle. On a reparlé de ce sujet-là. A priori, ils se réorganisent pour essayer de répondre à cette problématique qui est identifiée déjà depuis plusieurs années. Donc, bah, nous, on suit ça bien sûr attentivement. Et a priori, il y a une réorganisation en cours pour répondre à cette problématique. Merci Maxime. Si pas d'autres questions, pas de remarques, on va passer aux différents votes. Donc là, si je dis pas de bêtises, c'est la délibération numéro 6. Donc concernant la concession pour la distribution publique d'électricité, le rapport de contrôle, exercice 2020. Je vous propose de voter. Délibération adoptée. La délibération suivante, la numéro 7, concernant la concession pour la distribution publique de gaz, donc le rapport de contrôle au titre de l'exercice 2020. Je vous propose de voter. Délibération adoptée. Délibération numéro 8 qui concerne les comptes rendus d'activité 2021. Le comité examine et prend acte des éléments du CRAC de la distribution publique relatif à l'année 2021 sous réserve du contrôle de leur exactitude après des investigations et demandes complémentaires auprès du concessionnaire et du fournisseur d'électricité. Donc ça concerne Enedis et EDF. Je vous propose de passer au vote.
Délibération adoptée. Enfin, la délibération numéro 9 sur la concession de distribution publique de gaz, compte rendu d'activité 2021. Comité examine et prend acte des éléments du CRAC de distribution publique relatifs à l'année 2021 sous réserve du contrôle de leur exactitude après investigation et demande complémentaire auprès du concessionnaire de gaz, GRDF. Je vous propose de voter. Voilà, délibération adoptée. Nous en avons fini avec les différentes délibérations. Un point questions diverses. Et alors, si je dis pas de bêtises, nous avons, je crois, ce soir, une question de la part de Monsieur Saunier d'Albini. Cher Thierry, je vous laisse poser votre question. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Thierry Saunier, mairie d'Albigny-sur-Saône. Je vais essayer d'être concis, et vous savez que ce n'est pas ma tasse de thé. Dans le cadre de la décarbonisation des énergies fossiles, il existe plusieurs solutions. Contrat de fourniture de gaz vert, compte acheteur, non fournisseur, fléchage des garanties d'origine, investissement dans les méthanisateurs. Nous avons une présentation de GRDF sur l'intérêt du compte acheteur non fournisseur qui permet d'acheter des garanties d'origine auprès du registre national des garanties d'origine qu'il gère pour le moment, pour l'instant, sans passer par une offre verte d'un fournisseur. En effet, ce dernier point est très onéreux pour les communes et peu d'entre nous souscrivent à ces contrats de fourniture de gaz vert aujourd'hui. La garantie d'origine qui correspond à 1 mégawattheure de gaz vert assure la traçabilité du gaz vert produit, permet d'en connaître le lieu de production et soutient les filières de production, notamment au niveau local, et fait participer l'acheteur à la décarbonisation. La procédure est moins onéreuse et plus simple, notamment s'il s'agit d'un acheteur comme le CIGERLI et pour le compte des communes qui seraient volontaires vu les quantités de mégawatts nécessaires à nos communes. La démarche nous a semblé intéressante et voilà, je souhaitais vous demander si vous accepteriez dans un premier temps d'avoir une présentation dans le cadre du comité et ensuite si vous y déceliez un intérêt, est-ce que le CIGERLI s'engagerait sur cette démarche? Merci, monsieur le président. Alors, monsieur Saunier, cher Thierry, moi, je vais vous rassurer de suite. Ma réponse va être plus longue que votre question, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, on a souhaité, et là, je remercie par avance Maxime Anquisi pour les éléments de réponse, vous expliquer le pourquoi, pour l'instant, on n'avait pas fait ce choix-là. Donc, nous avons rencontré dès 2021 avec Agnès Hennet, notre responsable du service gestion du patrimoine, GRDF, sur ce sujet-là, qui a tenu à nous présenter cette démarche compte acheteur non fournisseur. L'option qui est proposée par GRDF, ça consiste à décorréler l'achat de gaz, donc le marché de fourniture classique, de l'achat des garanties d'origine, donc directement sur ce fameux registre national. Alors, quelques éléments factuels, une balance positive-négative de ce que pourrait impliquer cette méthode. Alors, dans les points positifs, ça permet réglementairement et contractuellement de verdir son approvisionnement en gaz, mais qui restera quand même 100% fossile dans l'approvisionnement réel. Donc on est loin de la décarbonation. Toujours dans les points positifs, ça permet de bénéficier de la stratégie d'achat clic du CIGERLI tout en achetant du gaz vert. Donc pas passer par un marché biométhane. Dans les points négatifs, si l'achat de garantie d'origine accolé à un gaz 100% fossile permet d'être considéré comme vert, par la réglementation, on peut quand même s'interroger sur l'aspect vertueux de la démarche. Donc en réalité, à minima 75% du coût des garanties d'origine est reversé à l'État. Pour des garanties d'origine à 9 € du mégawattheure, l'État collecte donc 6,75 € du mégawattheure. Alors, ces 75% servent à réduire les charges de service public portées par l'État dans le cadre des soutiens tarifaires au biométhane. Quand on achète du biométhane, on donne donc au maximum 25% de la valeur de la garantie d'origine aux fournisseurs ou aux producteurs et à 75% à l'État pour l'aide à la filière, ce qui est aussi le cas dans notre marché actuel biométhane. Alors dit autrement, acheter du biométhane via garantie d'origine, c'est à ce jour aider l'État à subventionner les producteurs.
On peut se demander si c'est le rôle des collectivités d'aider l'État pour ce mécanisme national. Parce que notre rôle, c'est pas plutôt de soutenir directement et totalement les producteurs par un achat direct. Actuellement, au Cigerli, dans notre marché biométhane, le surcoût de ce biométhane, il est autour de plus 9 euros du mégawattheure. Donc le même qui est évoqué actuellement par GRDF avec l'achat de ses garanties d'origine par le biais du compte acheteur non fournisseur. Si vous arrivez à suivre jusque-là, tout va bien. Jusqu'ici, les fournisseurs titulaires de nos marchés biométhane, en l'occurrence Engie et EDF, avaient réellement des contrats d'approvisionnement en biométhane avec les producteurs, en plus de la garantie d'origine. Donc à ce jour, nous achetons déjà des garanties d'origine par l'intermédiaire du marché 100% biométhane, qui lui maintient pour l'instant un lien entre les fournisseurs et les producteurs. Concrètement, côté Cigerli, nous sommes assez réservés sur cette proposition de GRDF, considérant le faible apport sur le plan de la transition énergétique et considérant que nous disposons déjà d'un marché biométhane dédié, même si effectivement il est plus cher que celui du gaz naturel. J'en ai reparlé pas plus tard que la semaine dernière avec Grégoire Beum, le directeur territorial Lyon Métropole de GRDF, lorsque nous étions aux assises de la transition énergétique, car on n'est franchement pas convaincu du mécanisme qui consiste à acheter une garantie d'origine pour payer plus cher du gaz fossile qui ne soutient pas la filière. On a quand même convenu qu'il fallait qu'il recontacte les services du Cigerli pour essayer de lever les ambiguïtés. Moi, j'ai par ailleurs insisté sur la possibilité de passer des contrats directs de gré à gré avec les producteurs, les fameux PPA. Là, on soutient vraiment la filière et on garantit une stabilité prix dans la durée. Mais pour cela, il faut une évolution réglementaire du Code de la commande publique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et je vous assure qu'on y travaille avec la FNCCR et d'autres organismes qui voudraient qu'on puisse passer des contrats de gré à gré. Moi, personnellement, je veux bien travailler, comme je le fais tous les jours, à trouver des solutions pour que les consommations énergétiques restent à des prix modérés. Quand on voit l'évolution des prix des marchés, ça reste difficile. Par contre, je pense qu'il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas céder au mirage non plus et il faut travailler des solutions qui conviennent à tous en termes de prix, acheteurs, consommateurs, producteurs. Et aussi qui répondent aux objectifs climatiques qu'on ne peut plus passer en second plan, ce qui nous ramène à la présentation de l'ADEME en début de comité. Verdir du gaz fossile, ça ne fera jamais du biométhane. Si j'ai répondu à votre question. Vous y avez répondu. C'est d'ailleurs pour ça que je posais cette question, puisque je m'appuyais sur l'expertise Cigerli. D'accord? Ce n'est pas seulement une décision unilatérale, c'est une évocation de quelque chose qui existe, mais après, sous réserve du compréhensif et de la réalité. Moi, je ne suis pas fermé, hein. On peut discuter, on l'a déjà fait, la preuve, on les avait reçus assez rapidement, mais j'avoue que j'ai du mal à comprendre le sens de ça. Les garanties d'origine, elles existent sur l'électricité, elles font de l'électricité verte réglementaire. Ok, mais là, dire qu'on verdit du gaz fossile, moi, j'avoue, alors soit on a vraiment mal compris, mais là, je m'appuie vraiment sur l'expertise du service, je pense que c'est assez robuste. Soit GRDF veut pouvoir dire qu'il a plus de gaz vert distribué au sein de la concession. Moi, je suis un peu sceptique. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, remarques en lien avec ça ou d'autres questions diverses. Nicolas. Oui, j'aimerais bien. Ouais. C'est comme sur l'électricité et les garanties d'origine, c'est juste une astuce comptable pour verdir un produit qui n'est pas vert. Donc personnellement, moi, je suis particulièrement fermé et hostile à ce type de démarche. Et c'est un peu comme si on vous dit, OK, je vais vous vendre une tomate bio, mais en fait, je vais vous vendre une tomate avec plein de pesticides, c'est juste que je vais mettre une étiquette bio dessus, quoi. Il y a une décorrélation entre ce qu'on achète et la garantie d'origine qui garantit rien du tout. Donc, personnellement, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Eric. Je suis pas favorable à ce qu'on aille dans cette direction. Oui, j'ai oublié de me présenter, c'est Nicolas Barla, je suis de la métropole de Lyon. Ah, mais si l'objectif, et c'était la question, Thierry, il me semble, c'est la décarbonation, enfin là, la réponse est complètement, enfin la proposition, elle est complètement à côté du sujet. Moi, j'avoue vraiment être plus que sceptique.
Bah, je vais mettre mon grain de sel dans cette discussion intéressante. En fait, qu'est-ce qui est derrière ces garanties d'origine? C'est qu'en fait, si on est dans une logique de marché, eh bien, on voit tous les publicitaires qui arrivent en disant mon énergie est verte. Bon, en fait, on ne sait pas comment ils la produisent, mais à partir du moment où ils peuvent dire d'un point de vue publicitaire qu'elle est verte, ça va les aider à la vendre plus cher. Et en fait, c'est la logique du marché qui est derrière. Mais si on imaginait, si on raisonne dans une logique d'intérêt général, de service public, c'est pour ça que je l'évoquais au début. La seule question, c'est quelles sont les capacités de production de biométhane? Quelles sont les techniques, les acteurs qui peuvent en produire plus? C'est ça la question. On fait l'expérience à la Fessine, on pourrait l'élargir, en faire d'autres. Mais après, la vraie question, c'est où c'est qu'on investit, d'accord? Où c'est qu'on investit, où c'est qu'on investit, qui investit pour développer des productions? Et pour le gaz, c'est plus compliqué. Sur l'électricité, on en parle beaucoup, etc. L'électricité, il faudra rajouter que celui qui produit, il doit apporter un service, donc il doit gérer l'intermittence. Donc il doit garantir la continuité de service. Et si on lui fait payer la continuité de service, ça change tout sur le modèle de la production électrique. Mais le vrai sujet, c'est ça. Et la question, c'est que si on fait appel au marché pour faire ça, ben le marché, il produit des astuces pour vendre. Et il ne produit pas de l'efficacité réelle sur l'objectif. Non, mais sinon, je laisse la parole à Philippe parce Non, qu'il mais- va rajouter quelque chose. C'est juste un point d'information, parce que tout le monde n'est peut-être pas au courant, mais on a voté au Conseil métropolitain en mars, je crois, le lancement de la démarche pour créer un méthaniseur des boues de stations d'épuration de Pierre-Bénite qui permettrait de multiplier par 9 la production de biométhane sur le territoire de la métropole de Lyon et par 17 à horizon 2032 avec la méthanisation des boues de Saint-Fond. Voilà, la métropole met des moyens pour produire, entre guillemets, son propre biométhane et ça pourrait se faire en régie, donc ce serait vraiment son propre biométhane. Merci. Je vais demander un rétropédalage dans le diaporama si c'est possible. Donc je vais meubler pendant ce temps-là parce qu'en fait je m'aperçois que j'ai oublié une diapo très importante sur les prix de l'énergie, sur les prix de l'électricité, pardon. Mais comme en fait j'avais imprimé, moi je vais tout vous dire, je suis transparent, j'avais imprimé le doc avant qu'on rajoute le graphique. Donc je n'avais pas la bonne version. C'est juste pour vous tenir au courant du niveau des prix de l'électricité sur le marché à début juin, hein, là où on en est encore aujourd'hui. Hein. Je rappelle qu'on a une stratégie d'achat en plusieurs fois, une stratégie d'achat clic, qui sur le gaz nous a plutôt bien réussi, où on a limité la hausse la dernière fois. Mais merci, j'ai réussi à bien meubler. Voilà, là actuellement où on en est, et le chiffre pour le mois de juin, c'est-à-dire 310 € du mégawattheure. Donc, à la question régulière quand je viens en visite en commune des maires, c'est où en est-on des prix de l'électricité? Je ne montre pas les prix du gaz. Voilà, où on en est actuellement. C'est lié à plein de choses, à une situation géopolitique que personne ne maîtrise ici et que personne ne maîtrise nulle part d'ailleurs. Mais pas que, je suis d'accord. Mais les marchés sont du coup absolument pas en confiance et on est à ces niveaux-là. Tu as rappelé tout à l'heure, Pierre-Alain, le choix du gouvernement de maintenir la taxe sur la facture assez basse. Ça, c'est le seul point qui réussit aux collectivités. Nous, on n'a pas d'autres boucliers tarifaires qui limitent la hausse. On a beau faire des stratégies d'achat, si on clique au mauvais moment, il est impossible de savoir quel est le bon ou mauvais moment avec un graphique comme celui-là. C'est-à-dire que les spécialistes des marchés de l'énergie, là, ils naviguent quand même à vue. Si on reprenait les graphiques de l'autre fois, on voyait que sur les 10 dernières années, on était à 50-60 € du mégawattheure. Donc, moi, je n'ai pas de boule de cristal, enfin, en tout cas, j'en ai toujours pas. On fait de notre mieux. C'est pour ça que j'insiste pour qu'on puisse avoir accès à des achats de gré à gré, qu'on ait une dotation énergie, qu'on ait une compensation. Voilà. Il y a un nouveau gouvernement, il y aura bientôt de nouveaux députés. On reviendra sur le sujet pour qu'ils nous trouvent une solution, parce que la hausse de 2022, s'il y a une hausse 2023, ça sera quand même très difficile pour vos budgets. Et moi, j'ai eu tendance à dire à vos exécutifs, investissons sur l'éclairage public pour réduire les consommations et aussi sur les bâtiments publics. Mais à un moment donné, il y aura un principe de réalité. Il faudra vraiment être accompagné sur ces sujets. Et là, du coup, c'est le pédalage dans le sens inverse. Prochain comité qui aura lieu
Le 5 octobre 2022, on n'a pas encore trouvé de lieu. Notre souhait, c'est de continuer à tourner sur le territoire. Et là, c'est plutôt sur le nord-ouest. Donc, on vise plutôt commune Val-de-Saône, Mont-d'Or. On aura le scénario négawatt, normalement, qui nous sera proposé. Donc, tu pourras poser toutes tes questions. Et je crois que je dois aussi vous annoncer qu'il y a l'événement La Nuit est belle, dont vous êtes autour de 25 communes à participer, le 23 septembre de mémoire. Et là, je stresse les services. Ah. Et du coup, c'est vraiment pas pratique comme ça, il y a un mardi visite qu'on avait organisé, des thématiques de visite pour les élus qui étaient à l'époque sur la dissimulation des réseaux. Une visite de chantier, cette fois, ça sera sur la rénovation thermique des bâtiments. Et donc, on commencera par une visite d'un groupe scolaire à Vourles le mardi 28 juin. Et sur ce, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Et je vous propose de nous tourner vers le buffet qui nous attend depuis un petit moment. Merci à toutes et tous.